des fans débiles. Comment tu fais ça? Martio. Un tournoi à mort. Va chier. Je te trouve ennuyeux. Pas le visage! Get over here! Mortal Kombat 2, le film complet analysé et expliqué. L'univers de Mortal Kombat s'ouvre à nouveau, plus vaste et plus ambitieux que jamais. Ce deuxième volet du reboot initié en 2021 n'est plus une simple mise en place, mais le plein accomplissement de la promesse originelle des jeux. Le tournoi sacré qui décide du destin des royaumes. Le film se positionne comme une réponse directe aux critiques adressées à son prédécesseur, en embarquant le spectateur au cœur de l'événement mythique qui a fondé la saga. L'intrigue reprend après les événements du premier film. La mort du sorcier Shang Tsung a créé un vide de pouvoir dans l'Outworld, mais n'a en rien écarté la menace pesant sur le Earthrealm. Au contraire, elle a ouvert la voie à une force bien plus brutale et impitoyable, l'empereur Shao Kahn. Voyant la défaite de son sbire comme une insulte, le souverain tyrannique exige la tenue immédiate du tournoi Mortal Kombat, invoquant les anciennes règles établies par les dieux anciens. Le Earthrealm, s'il perd 10 tournois consécutifs, sera absorbé par l'Outworld, et il en a déjà perdu 9. Ce film place donc nos champions dans l'ultime bataille pour la survie de leur monde, avec une pression narrative immédiate et existentielle. Le personnage de Cole Young, introduit dans le premier opus comme un nouveau héros, évolue dans ce contexte. Désormais pleinement conscient de son héritage et de son rôle, il n'est plus le néophyte en quête d'identité. Il devient un combattant à part entière, un leader qui doit apprendre à travailler au sein d'une équipe de personnalités fortes et divergentes. Son arc narratif devrait le confronter à la légitimité de sa place parmi des icônes telles que Liu Kang et Sonya Blade, tout en explorant peut-être davantage le lien mystique qui l'unit à Scorpion. L'arrivée tant attendue de Johnny Cage, incarné par Karl Urban, est un pivot central du film. Loin d'être un simple caméo, tout indique qu'il endosse le rôle de protagoniste principal, ou du moins de catalyseur narratif. Son caractère égocentrique,
Son humour bravache et sa confiance en lui apportent une tonalité radicalement nouvelle. Dans un récit où l'enjeu est l'apocalypse, son humanité et son narcissisme deviennent des armes aussi bien que des faiblesses. Il représente l'incarnation du Heurtrilm moderne, flamboyant, médiatique, mais doté d'un courage et d'un talent authentique qui devront se révéler sous la pression. La présence de Kitana et Jade, interprétées par Adeline Rudolph et Tati Gabriel, enrichit considérablement la mythologie à l'écran. Kitana n'est pas seulement une guerrière d'élite de l'Outworld, elle est la fille de l'empereur Shao Kahn, bien que son allégeance soit mise à l'épreuve par la découverte de ses véritables origines et la tyrannie de son père adoptif. Son personnage introduit des thématiques de trahison, d'identité et de rédemption. Jade, son garde du corps et amie la plus loyale, ajoute une couche de profondeur politique et émotionnelle à la cour de l'Outworld, suggérant que des fissures existent au sein même du camp antagoniste. L'antagoniste principal, Shao Kahn, est une force de la nature. Son interprétation par Martin Ford repose sur une physicalité intimidante et une présence scénique qui doit incarner la domination pure. Contrairement à Shang Tsung, manipulateur et sorcier, Shao Kahn est un conquérant direct, brutal, qui croit en la loi du plus fort. Sa motivation est simple, l'expansion de son empire et la soumission de tous les royaumes. Il apporte une menace tangible et immédiate, un adversaire que la ruse seule ne peut vaincre. Le retour de personnages pourtant décédés dans le premier film, comme Kano et Kung Lao, est un élément clé de la richesse narrative que permet l'univers Mortal Kombat. Comme l'a souligné Ed Boon, le Netherrealm, les Enfers et la magie noire offrent des possibilités infinies. Le retour de Kano, avec son humour cynique et son opportunisme, est probablement lié aux machinations de Quan Chi, maître des nécromanciens. Ce dernier, introduit en tant que nouveau manipulateur dans l'ombre, pourrait être celui qui ressuscite les morts pour servir ses propres desseins, créant une alliance instable et dangereuse avec Shao Kahn. Scorpion, interprété à nouveau par Hiroyuki Sanada, aurait un rôle clé mais différent. Libéré de sa malédiction de spectre et ayant assouvi sa vengeance contre Sub-Zero, Hanzo Hasashi pourrait incarner désormais un mentor, une figure sage et tourmentée, peut-être le gardien des secrets ancestraux du tournoi. Sa quête ne serait plus personnelle, mais tournée vers la protection du royaume qu'il a autrefois habité. Son lien avec Cole Young reste un fil narratif puissant à explorer. La reine Sindel, mère de Kitana, introduit une dynamique familiale complexe au cœur de l'Outworld. Son statut, qu'il soit celui d'une prisonnière, d'une complice ou d'une victime de Shao Kahn, peut profondément affecter les motivations de Kitana et le cours du conflit. Son pouvoir mortel, le cri fatal, représente aussi une menace directe pour les champions du Heurtrilm. D'un point de vue thématique, le film semble vouloir explorer l'idée de l'unité face à la tyrannie. Les champions du Heurtrilm, bien que provenant d'horizons et de tempéraments radicalement différents, la discipline de Liu Kang, le militarisme de Sonya, l'ego de Johnny Cage, la détermination de Cole, doivent apprendre à fonctionner comme une seule équipe. À l'inverse, l'Outworld, malgré sa puissance apparente, pourrait être miné par les trahisons, l'ambition et la peur qu'inspire Shao Kahn. La réalisation de Simon Msekwa, ayant pris connaissance des retours du premier film, devrait accentuer à la fois l'ampleur épique et la clarté des combats. Les séquences de duel deviennent le cœur battant du film, chacune devant être unique, reflétant la personnalité et les pouvoirs des combattants. L'enjeu est de créer des morceaux de bravoure cinématographique qui restituent la variété et l'inventivité des fatalités et des coups spéciaux, tout en servant l'émotion et la progression de l'intrigue. Le ton promis, bien plus drôle et plus grand, est largement porté par Johnny Cage. Son humour ne doit pas diluer la menace, mais plutôt la contraster, créant une tension dynamique. Il s'agit de trouver l'équilibre délicat entre l'opéra spatial fantastique et l'autodérision, un mélange qui a toujours fait le succès des jeux. Les autres personnages, comme Kano, viendront renforcer cette dimension, tandis que des figures comme Raiden et Liu Kang maintiennent la solennité et le poids mythologique. Le scénario de Jérémy Slater, qui parle des « embrasser l'étrangeté », laisse entrevoir une exploration plus profonde de la cosmologie étrange de Mortal Kombat. Les dieux anciens, les règles obscures du tournoi, la nature des royaumes et leurs interactions. Le film a le potentiel d'être non seulement une succession de combats, mais une véritable épopée fantasy avec ses propres lois et sa logique interne. Le retour de Raiden en tant que guide, mais aussi de Liu Kang en tant que champion par excellence, permet d'ancrer le film dans la tradition tout en le faisant évoluer. Liu Kang, en particulier, pourrait atteindre un statut quasi légendaire, confronté à des dilemmes moraux dans une guerre où l'enjeu dépasse la simple victoire physique. La production, marquée par les aléas des grèves hollywoodiennes, semble avoir bénéficié d'un temps de maturation supplémentaire pour peaufiner les effets spéciaux, les chorégraphies de combat et le rythme narratif. Les réactions positives des projections test, comparées à l'enthousiasme pour Avengers, Endgame,
suggèrent que le film parvient à générer des moments de catharsis et de surprise qui parlent directement au cœur des fans. En conclusion, Mortal Kombat 2 se construit comme l'adaptation définitive que les fans attendent depuis des décennies. En centrant son récit sur le tournoi, en élargissant son roster avec des personnages iconiques et en promettant un mélange d'actions spectaculaires, d'humour et de mythologie sombre, il vise à combler les lacunes du premier tout en amplifiant ses qualités. C'est un film qui ne se contente pas de mettre en scène des combats, mais qui célèbre l'univers riche, baroque et excessif de Mortal Kombat dans toute sa gloire sanglante. Le destin des royaumes est enfin entre les mains de ceux qui peuvent le porter à l'écran avec la démesure et le respect qu'il mérite. Élaboration sur le cosmos et les règles du tournoi. Le film doit absolument établir les lois sacrées qui régissent le conflit millénaire entre les royaumes. Ces règles, édictées par les dieux anciens, ne sont pas de simples conventions mais une magie primordiale qui lie la réalité elle-même. Leur exposition permettra de donner un cadre solide et une véritable profondeur mythologique à l'affrontement à venir. La nature même du tournoi, avec ses combats singuliers et son décompte fatal, devient ainsi un personnage à part entière. Raiden, en tant que dieu protecteur, sera probablement le vecteur de ces explications cruciales pour les nouveaux champions. La violation de ces codes ancestraux par Shao Kahn pourrait même constituer un pivot narratif majeur dans le troisième acte. L'enjeu dépasse la simple survie physique pour toucher à l'équilibre cosmique de l'existence. Cette dimension ajoute une gravité qui élève le film au-delà d'une simple succession de duels spectaculaires. L'évolution de Cole Young et sa légitimité en question. Le personnage de Cole, héritier du sang de Scorpion, doit désormais justifier sa place parmi des icônes dont la légende est déjà établie. Son parcours devra le confronter à un doute intérieur, celui de n'être qu'un symbole plutôt qu'un guerrier accompli. La maîtrise de ses pouvoirs hérités, probablement liés à la manipulation de l'énergie vitale ou du feu, devrait atteindre un nouveau stade de sophistication. Son interaction avec Johnny Cage, personnalité à l'ego surdimensionné, pourrait être une source de friction mais aussi de croissance mutuelle. Cole incarne peut-être le pont entre l'ancien monde, mystique et brutal, et une modernité plus pragmatique. Sa relation avec Scorpion, Ganzo Asashi, pourrait évoluer vers une dynamique de père spirituel à fils, transcendant les siècles qui les séparent. Son leadership ne sera pas naturel mais arraché dans l'adversité, le différenciant du charisme inné d'un Liu Kang. Johnny Cage, un héros improbable au cœur du mythe. L'introduction de Johnny Cage, star d'Hollywood en quête d'une authenticité perdue, apporte un contraste narratif savoureux. Son parcours ne sera pas une simple découverte de pouvoir, mais une remise en question profonde de sa vanité et de ses motivations. Ses techniques de combat, bien que basées sur une formation en arts martiaux de cinéma, révéleront une efficacité surprenante teintée d'une chance insolente. Son humour, souvent une façade, pourra laisser place à des moments de vulnérabilité et de courage pur. Il représente l'incarnation du Earthrealm contemporain, médiatique, superficiel en apparence, mais capable d'une profonde résilience. Ses interactions avec Sonya Blade, militaire rigoureuse, créeront des étincelles tant sur le plan professionnel que personnel. Johnny devient le point d'entrée humoristique mais essentiel du public dans un univers de plus en plus complexe. La cour de Lootworld, un nid d'intrigue et de trahison. Lootworld de Shao Kahn n'est pas une simple armée monolithique mais un empire corrompu bâti sur la peur et l'ambition. La présence de Quan Chi, nécromancien au plan tortueux, instille un poison lent dans les veines du pouvoir. Son alliance avec Shao Kahn est pragmatique et précaire, chacun cherchant à utiliser l'autre pour ses objectifs ultimes. La reine Sindel, figure tragique peut-être maintenue sous une emprise magique, est la clé émotionnelle de ce royaume. Son lien avec Kitana crée un potentiel de rébellion qui menace la stoté même du trône. Des guerriers comme Baraka, représentant les masses opprimées et brutales de Lootworld, ajoutent une dimension de conflit de classe au sein de l'antagonisme. Cette complexité rend l'adversaire plus riche et crédible, évitant l'écueil du méchant unidimensionnel. La symbolique et la chorégraphie des combats, langage du film. Chaque duel doit transcender la simple violence pour devenir un dialogue physique entre philosophie et royaume. Le combat entre Liu Kang et un champion de Lootworld incarnera la grâce disciplinée contre la sauvagerie brute. Les séquences impliquant Kitana et Jade montreront une synergie et une élégance mortelle, une danse guerrière parfaitement coordonnée. Les pouvoirs spéciaux, des boules de feu aux téléportations, seront filmés avec une clarté géométrique permettant d'en apprécier toute la puissance et la créativité. Les fatalities, moments clés de catharsis, devront allier horreur et une forme de poésie macabre propre à la franchise. L'environnement lui-même deviendra un acteur des combats, des arènes instables aux décors destructibles. La réalisation doit faire sentir le poids et l'impact de chaque coup, la fatigue des combattants, l'escalade stratégique de chaque confrontation. Et la résurrection des morts et ses conséquences narratives.
Le retour de Kano et Kung Lao n'est pas un simple artifice de scénario mais une exploration des thèmes chers à la saga, la damnation, la rédemption et la corruption de l'âme. Kano, ramené par les arts obscurs de Kanchi, pourrait conserver sa personnalité cynique mais être lié par une magie qui le force à servir. Son conflit interne entre sa nature indépendante et son asservissement pourrait générer des moments de trahison inattendus. Kung Lao, revenu peut-être sous une forme plus spectrale ou altérée, pourrait incarner le prix terrible de la mort et de la résurrection. Ces retours interrogent la nature même de la victoire et du sacrifice dans cet univers. Ils servent aussi de rappel constant que la mort n'est souvent qu'un changement d'état dans la guerre éternelle entre les royaumes. Leur présence perturbe l'équilibre psychologique des survivants, comme Liu Kang face à son mentor et ami perdu. L'arc de Kitana, entre loyauté filiale et devoir moral. La princesse de Lootworld est tiraillée entre son éducation sous la coupe de Shao Kahn et les premiers doutes sur sa véritable nature. La découverte de ses origines, liées à Edenia, son royaume natal annexé, doit être un moment d'une grande charge émotionnelle. Son alliance progressive avec les champions du Earthrealm ne sera pas une trahison simple mais une réclamation de son identité volée. Sa relation avec Jade est cruciale, car elle représente son dernier lien de confiance absolue dans un monde de duperie. Son combat contre des figures comme Milena, peut-être présentée comme sa sœur ou sa clone, explorera les thèmes du double et de l'identité corrompue. Kitana n'est pas une simple déserteuse mais une révolutionnaire qui doit renverser la figure paternelle tyrannique qui l'a élevée. Son évolution est centrale pour humaniser le conflit et offrir une perspective interne à Lootworld. La figure de Shao Kahn, incarnation de la tyrannie conquérante. L'empereur n'est pas un stratège dans l'ombre mais une force qui s'impose par la présence physique et la terreur. Sa philosophie est simple, le droit du plus fort est la seule loi universelle, une parodie des règles complexes du tournoi. Son design et sa prestance doivent inspirer une crainte immédiate, même auprès de ses propres sujets. Sa relation avec Sindel et Kitana montre une facette possessive et dominatrice de sa tyrannie, ajoutant une dimension personnelle à son désir de conquête. Son arme, le marteau emblématique, doit être une extension de sa volonté, détruisant autant les corps que les espoirs. Il ne discute pas, il ordonne, il ne négocie pas, il prend. Cette simplicité le rend d'autant plus dangereux face aux héros plus complexes et moralement hésitants. Il est l'antithèse absolue de l'unité et du sacrifice que tentent de construire les champions du Earthrealm. Le rôle de Raiden, guide imparfait dans la tempête. Le dieu du tonnerre, souvent limité à un rôle d'exposition, devrait montrer les limites de son pouvoir face aux règles établies par les dieux anciens. Sa frustration de ne pouvoir intervenir directement pourrait être un point de tension avec ses champions. Il devient un stratège, cherchant des failles dans le système sacré pour donner un avantage à son royaume. Ses connaissances anciennes et sa vision des chronologies possibles en font un allié précieux mais aussi parfois incompréhensible. Son conflit potentiel avec Liu Kang, son élève le plus prometteur, sur les méthodes à employer, ajoutera de la profondeur à leur relation. Raiden incarne la sagesse millénaire mais aussi le poids de la responsabilité d'avoir déjà perdu 9 tournois. Son action pourrait frôler l'impiété pour sauver ce qu'il a juré de protéger. L'élargissement du bestiaire et des environnements. Le film a l'opportunité d'explorer la biodiversité fantastique et souvent horrifique de Lootworld. Des créatures comme les Tarkatans, avec leur appétit vorace, ou des espèces plus exotiques peupleront les arènes et les palais. Ces éléments ne sont pas de simples décors mais renforcent l'altérité radicale et la menace de ce royaume. Les arènes de combat elles-mêmes pourraient être vivantes ou mécaniques, reflétant la nature oppressive de Shao Kahn. La visite du Netherrealm, même brève, pourrait offrir une séquence d'horreur visuelle saisissante, un aperçu du prix de l'échec. Le Earthrealm, en contrepoint, montrera des lieux sacrés, des temples oubliés où l'énergie du royaume est la plus forte, contrastant avec la démonstration de force brute de l'adversaire. Ce travail sur l'iconographie visuelle est essentiel pour immerger totalement le spectateur. L'humour comme arme narrative et trait de caractère. L'humour, principalement porté par Johnny Cage et Kano, ne doit pas servir à désamorcer la tension mais à la révéler sous un autre angle. Les sarcasmes de Kano face à l'horreur démontrent son nihilisme et son détachement psychologique. Les vanteries de Johnny sont souvent le prélude à des prises de conscience sur ses propres limites. Cet humour peut aussi créer des liens inattendus entre les personnages, des moments de complicité fragiles au milieu du chaos. Il sert également de pause respiratoire nécessaire pour le public entre deux séquences d'action d'une intensité extrême. L'équilibre consistera à ne pas tomber dans la parodie de l'univers tout en reconnaissant son côté excessif et parfois kitsch. Les personnages plus sérieux, comme Sonya ou Liu Kang, réagiront à cet humour, définissant ainsi leur propre personnalité par contraste. La quête d'unité des champions du Earthrealm. Aucun héros, aussi puissant soit-il, ne peut gagner le tournoi à lui seul.
L'arc collectif du film réside dans la transformation d'un groupe d'individus égotistes et méfiants en une équipe soudée. Cet apprentissage passera par des échecs, des disputes et des sacrifices partagés. Chaque membre apporte une compétence unique. La stratégie de Sonia, la spiritualité de Liu Kang, la puissance de Jax, l'imprévisibilité de Johnny, la ténacité de Cole. Leurs conflits internes, notamment la méfiance envers les anciens ennemis comme Scorpion, devront être surmontés. Le film peut explorer des combats en équipe, des 2 contre 2, mettant en scène cette synergie nouvellement acquise. Cette unité sera leur plus grande force face à la division que Shao Kahn sème même dans ses rangs. Le thème sous-jacent est que le Earthrealm vaut la peine d'être sauvé précisément parce qu'il célèbre l'individu au sein du collectif, à l'inverse de l'homogénéité forcée de l'Outworld. La magie et la technologie, 2 faces du progrès. Le conflit entre la magie ancestrale de l'Outworld et la technologie naissante du Earthrealm, représentée par Sonya Blade et Jax, est un thème visuel riche. Les implants cybernétiques de Jax face à la sorcellerie de Quan Chi créent un choc d'époque et de philosophie. La science du Earthrealm est montrée comme une forme de magie qu'il invente pour compenser son manque de pouvoir inné. Cet aspect permet d'ancrer le film dans une certaine modernité et de proposer des solutions créatives aux problèmes magiques. Les artefacts anciens, comme peut-être les parchemins ou les armes sacrées, pourraient interagir de manière intéressante avec cette technologie. Le film évitera ainsi de tomber dans un médiévalisme fantastique pur et reflètera le mélange des genres propres à la saga originelle. Le poids de l'héritage et la naissance des légendes. Les personnages évoluent dans un mythe déjà écrit, celui des 9 défaites passées. Ils doivent à la fois accepter cet héritage de désespoir et l'effacer pour écrire un nouveau chapitre. Liu Kang porte le poids de l'enseignement des moines de Shaolin et de l'attente de Raiden. Scorpion est hanté par le fantôme de son clan et de ses échecs passés en tant que protecteur. Johnny Cage, lui, doit créer son propre héritage, loin des films d'action qui ont fait sa renommée factice. Le tournoi est le creuset où ses héritages sont fondus et reforgés en quelque chose de nouveau. Les victoires qu'il remporte ne sont pas personnelles mais s'ajoutent au livre d'histoire de leur royaume. Le film montre ainsi la naissance en temps réel des légendes que les jeux ont popularisées, donnant une épaisseur dramatique à des icônes parfois réduites à leurs coups spéciaux. Et la direction artistique et la palette de couleurs. L'esthétique du film doit opérer une distinction nette entre les royaumes. Le Earthrealm pourrait être filmé avec des teintes plus froides, bleutées ou grises, évoquant la fragilité et la résistance. L'Outworld, en contraste, pourrait exploser dans des rouges sang, des ors oppressants et des noirs profonds, symbolisant la luxure du pouvoir et la violence. Le Netherrealm, s'il est montré, serait un cauchemar de vers toxiques et d'orangers infernaux. Les costumes jouent un rôle crucial, l'armure ostentatoire de Shao Kahn face aux tenues plus fonctionnelles ou traditionnelles des héros. Chaque détail vestimentaire, chaque cicatrice, chaque arme doit raconter une histoire sur celui qui le porte. La création des arènes, mélange d'architecture organique et démoniaque, sera un personnage à part entière, influençant le déroulement des combats. Le rythme narratif entre tournois et intrigues parallèles. Le film devra jongler entre la progression linéaire du tournoi, combat après combat, et le développement des intrigues politiques et personnelles en coulisses. Chaque duel doit faire avancer l'intrigue principale ou révéler un élément de caractère crucial. Les séquences hors arène permettront d'explorer les motivations, de nouer des alliances secrètes ou de préparer des trahisons. Le rythme sera donc une alternance maîtrisée entre l'adrénaline pure des combats et la tension dramatique des conversations et des plans. L'équilibre est délicat pour ne pas frustrer le public avide d'action tout en construisant un récit solide. La structure peut s'inspirer des grands tournois des films de sport, avec des montages d'entraînement, des défaites qui semblent sceller le destin, et des résurrections spectaculaires en fin de match. La musique et le son, partenaires de l'action. La partition musicale doit réinterpréter les thèmes iconiques des jeux, notamment le célèbre techno-syndrome, sans en devenir l'esclave. La musique peut souligner la dualité des royaumes. Des percussions lourdes et des chœurs latins pour l'Outworld, des mélodies plus électroniques ou épiques pour le Earthrealm. Le design sonore des pouvoirs est primordial, le bruit distinctif du Get Over Here, de Scorpion, le crépitement des boules de feu de Liu Kang, le bourdonnement sinistre de la magie de Quan Chi. Le silence, utilisé stratégiquement avant une frappality ou une révélation, peut être tout aussi puissant. L'environnement sonore des arènes, les réactions de la foule, qu'elles soient démoniaques ou spectrales, participent à l'immersion totale. Les enjeux pour une potentielle franchise future. Ce deuxième volet porte la responsabilité de solidifier l'univers cinématographique et d'ouvrir des portes pour la suite. L'introduction de personnages comme Kitana et Quan Chi pose des bases pour des histoires plus complexes, comme l'invasion d'Edenia ou la guerre contre le Netherrealm. La possible mort ou sacrifice d'un personnage principal donnerait du poids aux enjeux et montrerait que la victoire a un coût.
Le film doit trouver une résolution satisfaisante pour l'arc du tournoi tout en laissant entrevoir des menaces plus grandes à l'horizon, peut-être l'ombre des dieux anciens eux-mêmes ou d'entités comme Onaga. Il s'agit de créer un équilibre entre conclusion et promesse, sans tomber dans le piège du cliffhanger frustrant. La fidélité à l'esprit des jeux versus les nécessités du cinéma. L'adaptation doit marcher sur une ligne de crête, satisfaire les fans par des références précises, costumes, dialogues cultes, mouvements signature, tout en étant accessible à un public non initié. Les libertés créatives, comme la création de Cole Young, doivent désormais pleinement s'intégrer à la mythologie existante et en enrichir la texture. Les combats, bien que chorégraphiés, doivent conserver une sensation de danger immédiat et de conséquence. Le film peut se permettre d'être exubérant, sanglant et excessif, car c'est l'ADN de la source, mais en canalisant cette énergie dans une narration cohérente. Le but ultime est de faire ressentir au spectateur la même excitation, la même surprise et la même satisfaction que lors d'une partie de jeu acharnée, en transposant cette expérience interactive dans le langage purement visuel du cinéma. L'approfondissement des dieux anciens et de leurs lois. L'architecture même du conflit repose sur des entités supérieures dont l'indifférence ou les dessins mystérieux planent sur le tournoi. Leur présence n'a pas besoin d'être physique mais doit se sentir dans la rigidité des règles et les conséquences de leur transgression. Raiden, en tant que dieu protecteur, pourrait lui-même être tenu par des restrictions imposées par ses pairs, limitant son intervention directe. Ces contraintes créent une tension dramatique où les champions doivent compter sur leur propre force et leur ingénuité. L'introduction d'un personnage comme l'éclaireur céleste ou la mention du Conseil des dieux pourrait élargir la perspective cosmique. Le film pourrait explorer l'idée que le tournoi n'est qu'un jeu pour ces entités, une manière de réguler des conflits qui les dépassent en échelle. Cette dimension ajoute une couche de tragédie et d'absurde au sacrifice des combattants. La psychologie du guerrier face à la destinée. Chaque champion aborde l'arène avec un bagage psychologique unique forgé par ses victoires et ses traumatismes passés. Liu Kang, bien que discipliné, pourrait lutter contre l'orgueil naissant et la pression immense d'être l'espoir ultime de son royaume. Sonya Blade, soldate rationnelle, doit accepter de se battre dans un cadre surnaturel qui défie toute logique militaire conventionnelle. Jax, avec ses bras cybernétiques, incarne l'homme reconstruit, cherchant à reprendre le contrôle de son destin par la technologie après une défaite humiliante. Leurs peurs, leurs doutes et leurs motivations profondes doivent transparaître dans leurs yeux avant l'affrontement, dans leur respiration, dans leur façon de saluer l'adversaire. Le combat devient alors une externalisation de ces conflits internes, une catharsis violente et risquée. La géopolitique des royaumes et ses implications. L'Outworld n'est pas un royaume isolé mais un empire expansionniste ayant absorbé d'autres terres comme Edenia. Cette historique de conquête fournit un contexte riche au ressentiment de personnages comme Kitana et motive la résistance d'autres territoires non montrés. Le Earthrealm pourrait être perçu comme une dernière frontière sauvage, un royaume jeune dont la force brute est indisciplinée mais imprévisible. Les relations entre Raiden et les dieux d'autres royaumes, s'ils existent, pourraient être tendues ou marquées par une indifférence méprisante. Le tournoi est ainsi la formalisation ritualisée d'une guerre froide interdimensionnelle, avec ses espionnages, ses diplomates et ses traités fragiles. Comprendre ces dynamiques donne de l'épaisseur à chaque coup porté, qui devient un acte politique autant que personnel. L'évolution des pouvoirs et leur lien avec l'identité. Les pouvoirs spéciaux ne sont pas de simples outils mais l'expression extérieure de l'essence d'un personnage. L'arc de Cole Young pourrait le voir passer d'une simple armure énergétique réactive à la capacité de projeter des lames de feu, se rapprochant ainsi de l'héritage de Scorpion. Johnny Cage, privé peut-être de pouvoirs magiques évidents, verra son Star Power se matérialiser littéralement, son ego et sa confiance se transformant en une force énergétique tangible et surprenante. Pour Kitana, ses éventails meurtriers sont autant des armes que des symboles de son rang et de sa grâce assassinée. La maîtrise ou la perte de contrôle de ses pouvoirs doit servir de baromètre émotionnel au cours du film, indiquant la progression ou la régression intérieure du combattant. Le Netherrealm en tant que force narrative active. Ce royaume des esprits damnés ne devrait pas être qu'une simple référence. Il peut agir comme une force corruptrice, tentant ceux dont l'esprit est affaibli par la perte ou la soif de vengeance. La résurrection de Kano et Kung Lao pourrait avoir laissé une porte ouverte, permettant aux influences démoniaques de s'infiltrer dans le monde physique. Quan Chi, en véritable architecte de ce territoire, manipule ses énergies comme un maître marionnettiste, tirant les ficelles des âmes perdues. Scorpion, ayant échappé à cette malédiction, possède une connaissance intime de ses dangers, ce qui en fait un atout précieux et un gardien contre ses incursions. Le Netherrealm représente le prix ultime de l'échec, une menace existentielle qui pèse sur l'esprit de chaque combattant défait. Le thème de la famille et de la trahison refondée. Les liens familiaux, qu'ils soient par le sang ou par l'adoption, sont au cœur des conflits émotionnels.
La relation entre Shao Kahn et Kitana est une paternité toxique basée sur la possession et le contrôle, contrastant avec le lien peut-être plus authentique mais perdu entre Kitana et sa mère Sindel. Du côté du Earthrealm, la dynamique qui pourrait se créer entre le mentor Raiden, le frère d'armes Liu Kang et le nouvel élève Cole Young esquisse une famille de substitution née du combat. La trahison n'est donc pas seulement un acte politique mais un parricide ou un fratricide symbolique. Les alliances qui se forgent dans le feu du tournoi, comme le respect gagné entre ennemis, créent de nouvelles familles choisies, plus fortes que les liens imposés par la tyrannie ou le destin. La chorégraphie des combats comme langage émotionnel. Chaque duel doit posséder sa propre grammaire visuelle et émotionnelle. Un combat entre Liu Kang et un adversaire monstrueux mettra en avant l'agilité et la précision contre la masse et la fureur aveugle. Un affrontement entre Kitana et Jade, s'il devait arriver, serait une danse létale d'une terrible beauté, où chaque mouvement est anticipé et contré dans une tristesse partagée. Les combats de Scorpion, désormais libérés de sa rage aveugle, pourraient montrer une efficacité froide et calculée, une économie de mouvement qui contraste avec son style passé déchaîné. La caméra doit épouser le rythme des combattants, tantôt fluide, tantôt saccadé, traduisant par le montage l'état de fatigue et de concentration. Les pauses, les regards échangés, les tentatives de parole avant l'assaut final donnent une respiration dramatique à la violence. L'humour comme mécanisme de défense et miroir social. Les saillies de Johnny Cage révèlent souvent l'absurdité de la situation, servant de point d'ancrage réaliste pour le public. Son refus de prendre au sérieux les rituels pompeux de l'Outworld est une forme de résistance, une affirmation de la culture moderne du Earthrealm face à l'archaïsme tyrannique. Kano, à l'inverse, utilise un cynisme brut et matérialiste qui désacralise la mort et l'héroïsme, rappelant la part sombre et pragmatique de tout conflit. Ces moments comiques, lorsqu'ils contrastent avec la brutalité soudaine d'une frappality, en renforcent l'impact horrifique. L'humour sert aussi à différencier les cultures des royaumes. L'Outworld, dans sa grandeur sombre, en est probablement dépourvu, ce qui en dit long sur son manque d'humanité. La conception sonore et l'identité acoustique des pouvoirs. Au-delà de la musique, le design sonore doit attribuer une signature auditive unique à chaque combattant. Le sifflement des lances de Sonya, le grésillement énergétique des poings de Jax, le froissement soyeux et mortel des éventails de Kitana créent une palette sensorielle riche. Les environnements réagissent acoustiquement aux impacts, le craquement d'un pilier, l'écho dans une arène souterraine, le silence étouffé d'une dimension magique. Les voix elles-mêmes sont des instruments, le rugissement bestial de Shao Kahn, le calme implacable de Quan Chi, l'intonation théâtrale de Johnny Cage. Ces couches sonores construisent l'immersion et permettent une identification auditive immédiate, même hors du champ de la caméra, guidant les réactions du spectateur. L'architecture et le symbolisme des arènes. Les lieux de combat ne sont pas neutres. Une arène dans les décombres d'un temple du Earthrealm symbolise la fragilité de ce qui doit être défendu. Une plateforme flottant au-dessus d'un lac de lave dans l'Outworld illustre le danger omniprésent et le caractère spectaculaire de la tyrannie. Les arènes pourraient incorporer des pièges mécaniques ou des éléments animés, reflétant la personnalité de Shao Kahn qui aime mettre en scène la souffrance de ses adversaires. La dimension même de l'espace de combat influence le style des duels, un endroit exigu favorisera les corax en grave corps, tandis qu'une vaste étendue permettra les jeux de distance et les pouvoirs projetés. L'arène devient ainsi le troisième protagoniste du duel, un terrain de jeu mortel avec ses propres règles implicites. Le voyage initiatique de Johnny Cage vers l'authenticité. Son arc est la quintessence de la transformation du personnage public en héros privé. Ses répliques d'abord égotistes devraient peu à peu laisser place à des mots d'encouragement sincères pour ses coéquipiers. Ses compétences de cascadeur, d'abord perçues comme du cinéma, se révèlent être une base solide qu'il doit dépouiller de toute fioriture pour survivre. Sa relation avec Sonya pourrait évoluer d'une attraction superficielle à un respect profond pour son intégrité et son courage. Le moment où il choisit de se sacrifier ou de prendre un risque immense, non pour les caméras mais par pure conviction, marquera l'achèvement de sa métamorphose. Il incarne l'idée que l'héroïsme n'est pas inné mais se construit dans le renoncement à son propre mythe personnel. Et la manipulation du temps et de la mémoire par Quan Chi. Ce nécromancien n'est pas qu'un simple ressusciteur de mort. Sa magie pourrait toucher à la manipulation des souvenirs, créant des illusions pour semer la discorde parmi les champions du Earthrealm. Il pourrait tenter de corrompre Scorpion en lui rappelant douloureusement les visions de son clan décimé, ou offrir à Cole une version falsifiée de son héritage. Son jeu est subtil, il préfère que ses ennemis se détruisent eux-mêmes par le doute et la méfiance. Son alliance avec Shao Kahn est basée sur le mépris mutuel et la conviction de pouvoir trahir l'autre au moment optimal. Quan Chi représente la menace intellectuelle et magique, complément parfait à la force brute de l'empereur, formant un antagonisme à deux têtes particulièrement redoutable. La spiritualité de Liu Kang face à un dieu défaillant.
En tant que moine, Liu Kang place sa foi en Raiden et en l'ordre ancien. Le film pourrait le confronter à une crise de foi si Raiden semble impuissant, distant ou prêt à sacrifier des vies pour un plus grand bien abstrait. Sa discipline Shaolin, basée sur l'harmonie, est constamment mise à l'épreuve par la nécessité de tuer pour survivre. Son conflit intérieur pourrait générer une colère pure, une flamme qui menace de le consumer et de le rapprocher des ténèbres qu'il combat. Sa relation avec Kung Lao, surtout si ce dernier est ressuscité sous une forme corrompue, serait le test ultime de sa dévotion. Peut-il libérer l'âme de son ami tout en sauvant son corps? Il est le gardien de l'équilibre, mais le tournoi est conçu pour le briser. La matérialisation de l'orgueil et de la peur de Shao Kahn. L'empereur pourrait littéralement puiser sa force dans la peur qu'il inspire et dans son orgueil démesuré. Chaque acte de soumission de ses sujets, chaque frisson d'un adversaire, renforce son pouvoir. Cette faille narcissique est aussi son point vulnérable. Il sous-estime ceux qu'il considère comme inférieurs, comme les humains faibles du Earthrealm. Son désir de conquête n'est pas seulement territorial mais existentiel. Il veut que l'univers entier reconnaisse sa suprématie. Sa relation avec Sindel pourrait révéler une parcelle de vulnérabilité, un désir de possession amoureuse qui se confond avec la domination, ajoutant une nuance troublante à sa monstruosité. Le vaincre ne nécessite pas seulement de la force, mais de briser le mythe de son invincibilité en exploitant cette faille psychologique. La technologie du Earthrealm comme forme de magie humaine. Les implants de Jax et les gadgets de Sonya représentent la réponse humaine au surnaturel, l'ingéniosité et la volonté de se remodeler pour affronter l'impossible. Ces outils ne sont pas infaillibles, ils peuvent tomber en panne, être corrompus par la magie ou se révéler insuffisants face à des pouvoirs ancestraux. Leur développement, montré peut-être en flashback ou dans une scène d'atelier, humanise le conflit en montrant l'effort désespéré pour rattraper un retard millénaire. Cette technologie introduit aussi des dilemmes éthiques. Jusqu'où peut-on modifier l'humain pour qu'il reste humain? Elle place le Earthrealm dans une position d'underdog innovant, face à la tradition écrasante mais peut-être sclérosée de l'Outworld. Les non-dits et les regards porteurs de sens. Dans un film d'action, les moments de silence et les échanges de regards peuvent être aussi puissants que les dialogues. Le regard que porte Kitana vers le trône vide de sa mère, la manière dont Scorpion observe Cole se battre, le hochement de tête approbateur que Raiden pourrait adresser à Liu Kang après un combat difficile, tout cela construit la psychologie des personnages sans un mot. Les silences tendus avant un duel, chargés du poids de l'histoire personnelle entre deux combattants, génèrent une pression palpable. La direction d'acteur devra accorder une grande importance à ce langage corporel et facial, permettant de comprendre les alliances, les méfiances et les regrets qui traversent le groupe. La métaphore sociale du tournoi et de ses règles. Le tournoi Mortal Kombat peut être lu comme une métaphore des relations internationales et des guerres par proxy. Les règles sacrées évoquent les conventions de Genève ou les traités, que la partie la plus forte, Shao Kahn, cherche à détourner à son avantage. Les champions sont des soldats sacrifiés dans un jeu plus grand qu'eux, dont ils ne maîtrisent pas tous les enjeux. La possibilité pour un royaume de gagner par ruse ou par trahison parle des réalités géopolitiques où la loi du plus fort prévaut souvent. Le Earthrealm, démocratique et disparate, fait face à un empire totalitaire et unifié, un conflit idéologique classique transposé dans le fantastique. Cette lecture donne une résonance contemporaine au récit, sans pour autant l'alourdir de discours explicites. L'évolution des costumes et leur symbolique. Les vêtements des personnages devraient évoluer visuellement pour refléter leur parcours intérieur. Johnny Cage pourrait abandonner peu à peu ses vestes voyantes pour une tenue de combat plus sobre et pratique au fil des épreuves. Kitana pourrait arborer des couleurs ou des insignes d'Edenia sous sa tenue de l'Outworld, révélant progressivement sa véritable allégeance. Les blessures subies lors des combats devraient laisser des marques sur les armures et les vêtements, témoins visuels de l'épreuve traversée. Les choix de matière, le cuir, la soie, les métaux rares différencient immédiatement les cultures et les statuts sociaux des combattants. Le costume de Shao Kahn, orné d'os et de pointes, est une armure qui sert à intimider autant qu'à protéger, l'extension de sa personnalité despotique. L'utilisation stratégique de l'environnement pendant les combats. Les combattants les plus intelligents ne se contentent pas d'échanger des coups. Ils utilisent le décor à leur avantage. Projeter un adversaire sur une paroi instable, briser un pilier pour faire tomber des débris, utiliser la réflexion de l'eau ou du métal pour aveugler l'ennemi. Ces tactiques ajoutent une couche stratégique au duel. Cela permet aussi de mettre en valeur l'intelligence de combat de personnages comme Sonya ou Quan Chi, par opposition à la force brute d'autres. L'arène devient un arsenal, et sa compréhension fait partie intégrante de la compétence d'un guerrier. Ces moments créent des renversements de situations spectaculaires et crédibles, où l'ingéniosité peut triompher de la puissance pure. La fragilité des alliances et la confiance trahie. Dans une guerre où la mort n'est pas toujours définitive et où la magie manipule les esprits,
La confiance est une denrée rare et précieuse. Le groupe du Heurtrilm devra surmonter ses propres divisions, comme la méfiance de Cole envers Scorpion, ou l'antipathie initiale entre Sonya et Johnny. Une fausse trahison, orchestrée par Kanchi, pourrait les diviser au moment le plus critique, testant la solidité des liens qu'ils ont forgés. Les alliances avec des personnages de Lootworld comme Kitana seront par nature précaires, constamment menacées par la découverte ou le chantage. Apprendre à faire confiance malgré tout pourrait être leur victoire la plus importante, bien avant celle du tournoi. Est la représentation de la douleur et de la fatigue. Contrairement au jeu où la santé se régénère, le film doit montrer l'accumulation des blessures et l'épuisement physique et mental. Un combattant victorieux mais boitant, un autre tenant ses côtes fracturées, les tremblements dans les mains après un effort extrême. Ces détails ajoutent du réalisme et du poids aux enjeux. La douleur n'est pas esthétisée mais présentée comme une conséquence inévitable et handicapante. Cela rend les personnages plus vulnérables et humains, et leur victoire d'autant plus méritée. La fatigue influence aussi les décisions stratégiques, poussant peut-être un champion à prendre des risques inconsidérés ou, au contraire, à adopter une tactique plus prudente. Le concept de victoire et son prix moral. Gagner un combat à mort laisse des séquelles psychologiques. Un personnage comme Liu Kang, éduqué à préserver la vie, pourrait être profondément troublé après avoir été contraint de tuer. Johnny Cage pourrait réaliser que la gloire du vainqueur n'a rien à voir avec l'adulation hollywoodienne, mais est teintée d'amertume et de culpabilité. La victoire du Heurtrilm, si elle arrive, pourrait être ternie par la perte d'un allié cher ou par des sacrifices moraux consentis en cours de route. Le film peut interroger. À quel point peut-on devenir comme l'ennemi pour le vaincre? Cette réflexion ajoute une maturité au scénario, évitant de tomber dans un manichéisme simpliste. L'ombre portée des jeux précédents et l'attente des fans. Les créateurs doivent naviguer avec habileté entre les attentes liées à une mythologie de 30 ans et la nécessité de surprendre. L'inclusion de scènes cultes réinterprétées, comme le fameux Toasty, ou des fatalities emblématiques, doit se faire de manière organique, sans tomber dans le fanservice gratuit. Le film peut prendre des libertés avec la chronologie établie par les jeux pour créer des alliances ou des confrontations inédites, ce qui peut dérouter mais aussi ravir en offrant du nouveau. Le défi est de créer un film qui fonctionne à la fois comme une œuvre cinématographique autonome et comme un hommage cohérent à la source, sans être un simple collage de références. La direction de la photographie et la lumière comme symbole. L'éclairage peut sculpter les scènes et renforcer les émotions. Les moments de doute ou de trahison pourraient être filmés avec un éclairage en clair-obscur, créant des visages à moitié dans l'ombre. Les pouvoirs de feu de Liu Kang ou de Scorpion deviennent des sources de lumière dynamique, projetant des ombres mouvantes et dramatiques. Le palais de Shao Kahn pourrait être baigné d'une lumière froide et directionnelle, créant des silhouettes imposantes et écrasantes. Les rares moments de répit ou de camaraderie pourraient bénéficier d'une lumière plus douce et naturelle, soulignant la précarité de ces instants de paix. La photographie participe ainsi activement à la narration et à la construction de l'atmosphère. Le temps long de l'histoire et le poids des siècles. Certains personnages comme Raiden, Scorpion ou Shao Kahn ont vécu des siècles, ce qui influence leur perception du conflit. Pour eux, ce tournoi est un épisode de plus dans une guerre éternelle, ce qui peut engendrer du cynisme ou, au contraire, une détermination inébranlable. Les humains comme Cole ou Sonya, avec leur courte espérance de vie, apportent une urgence et une fougue que les êtres anciens ont peut-être perdues. Ce choc des perspectives temporelles est intéressant. Un dieu peut voir la défaite comme un revers temporaire, tandis qu'un humain y voit l'apocalypse de tout ce qu'il connaît. Cette différence doit transparaître dans leur dialogue et leurs choix stratégiques. La préparation mentale et physique avant l'affrontement. Montrer les rituels de préparation de chaque champion ajoute de la profondeur. Liu Kang en méditation, Sonya vérifiant méticuleusement son équipement, Johnny Cage tentant de masquer sa peur par des étirements exagérés, Kitana ajustant ses éventails avec une précision rituelle. Ces moments calmes avant la tempête sont essentiels pour construire l'attente et développer les personnages. Ils révèlent comment chacun gère le stress et se connecte à sa propre force. Ces séquences offrent aussi un contraste nécessaire avec l'intensité des combats, permettant au rythme du film de respirer. La notion d'honneur dans un contexte de survie. L'honneur est un concept qui varie d'un royaume à l'autre. Pour Shao Kahn, l'honneur réside dans la victoire par tous les moyens, la force justifiant tout. Pour les moines de Shaolin, il est lié au respect de l'adversaire et à la pureté des techniques. Des personnages comme Kano ou Kanchi se moquent ouvertement de ce concept, qu'ils voient comme une faiblesse. Le conflit entre ces différentes visions peut créer des tensions au sein même du Heurtrilm, notamment entre la moralité de Liu Kang et le pragmatisme parfois brutal de Sonya. Le film peut explorer si l'honneur est un luxe que l'on peut se permettre lorsque la survie de son monde est en jeu, ou s'il est justement ce qui donne un sens à cette survie. L'utilisation des flashbacks pour enrichir le présent.
Des retours en arrière discrets mais puissants peuvent éclairer des motivations sans recourir à de longs dialogues explicatifs. Un flashback montrant l'enfance de Kitana avec Sindel avant la conquête rendrait sa trahison plus émouvante. Une vision du passé de Scorpion, plus paisible, soulignerait l'ampleur de sa perte et la valeur de sa rédemption actuelle. Le passé militaire commun de Sonia et Jax pourrait être évoqué, expliquant leur confiance mutuelle absolue. Ces incursions dans le temps doivent être brèves, poétiques et directement liées à un enjeu émotionnel du présent, servant de révélateur intime pour le personnage et le spectateur. La musique diégétique et son rôle dans la construction du monde. La musique entendue dans l'univers même du film, diégétique, peut définir les cultures. L'Outworld pourrait avoir des hymnes guerriers aux percussions lourdes, joués par des orchestres démoniaques lors des entrées de Shao Kahn. Le Earthrealm, en contraste, n'aurait peut-être pas de musique cérémonielle, soulignant son manque de préparation et sa nature désorganisée. Johnny Cage pourrait même faire une référence ironique à une bande-son manquante, brisant le quatrième mur de manière subtile. Ces choix musicaux internes aident à dessiner les identités des royaumes au-delà des décors et des costumes. Le design des créatures et des espèces non humaines. Les habitants de l'Outworld ne doivent pas tous être humanoïdes. La présence de créatures hybrides, d'esclaves bestiaux ou de gardes monstrueux renforce l'impression d'un royaume où la dénaturalisation est la norme. Le design de ces êtres doit inspirer à la fois la crainte et la pitié, montrant les horreurs produites par le régime de Shao Kahn. Leur utilisation au combat peut introduire des styles de lutte totalement étrangers et déstabilisants pour les héros humains, obligeant ces derniers à s'adapter rapidement. Ces créatures sont les manifestations physiques de la corruption de l'Outworld sur la vie elle-même. Le pouvoir des noms et des titres. Dans un univers mythologique, le nom a un poids. Shao Kahn n'est pas un simple nom mais un titre qui résonne comme une malédiction à travers les âges. Scorpion est le nom d'un spectre vengeur, tandis que Hanzo Hasashi est celui de l'homme qu'il fut. Le fait que Cole Young doive peut-être mériter un nom de guerrier, ou que Johnny Cage doive faire oublier son nom de star pour en forger un nouveau, est significatif. Les titres comme champion de Mortal Kombat ou empereur de l'Outworld portent en eux des droits et des devoirs magiques. Le film peut jouer avec cette puissance sémantique, faisant d'une révélation de nom un moment clé. La gestion du grand nombre de personnages et leur temps d'écran. Avec un casting aussi étoffé, le défi est de donner à chacun un moment pour briller sans que le film ne ressemble à une suite de caméos. Certains combats peuvent servir à développer un personnage secondaire en quelques minutes, à travers son style de combat et ses réactions. Les interactions en petits groupes, Kitana et Jade, Sonia et Jax, Liu Kang et Raiden, permettent de les approfondir sans surcharger les scènes d'ensemble. Il faut accepter que certains personnages ne soient que des forces atmosphériques ou des menaces ponctuelles, leur développement étant réservé à un éventuel troisième volet. L'équilibre repose sur un scénario qui tisse plusieurs fils narratifs parallèles avec efficacité. Le climax du tournoi et sa résolution au-delà du combat. Le point culminant du film ne devrait pas être uniquement le dernier duel, mais la résolution des arcs émotionnels et politiques qui ont été tissés. La chute de Shao Kahn pourrait venir autant d'une rébellion interne, menée par Kitana, que d'un coup final porté par les héros. La victoire au tournoi pourrait avoir des conséquences inattendues, comme l'éveil d'une menace encore plus grande, ou l'obligation pour le Earthrealm de gouverner un Outworld en ruine. Le dénouement doit apporter une satisfaction tout en ouvrant des perspectives pour l'avenir de la franchise, sans invalider le sacrifice et les efforts des personnages. Il s'agit de clore un chapitre majeur tout en confirmant que la saga, comme le conflit des royaumes, est éternelle. La post-production et l'alchimie des effets spéciaux. Le succès du film repose sur un mélange réussi d'effets pratiques, cascades, maquillage prothétique et d'effets numériques. Les pouvoirs magiques doivent avoir une texture et un poids visuel crédibles, interagissant de manière réaliste avec l'environnement et les personnages. Les décors numériques extensifs, comme les vues des palais de l'Outworld, doivent éviter un aspect trop lisse ou artificiel pour conserver une certaine organicité menaçante. Le travail sur le son et la musique doit être parfaitement synchronisé avec le montage visuel pour créer une expérience sensorielle cohérente et immersive. C'est dans cette phase finale que le film acquiert sa patte esthétique définitive et que l'univers prend pleinement vie à l'écran. L'héritage du premier film est la construction d'une continuité. Ce deuxième opus doit à la fois respecter la continuité établie, la mort de certains personnages, les pouvoirs découverts, et s'en affranchir suffisamment pour proposer une expérience nouvelle et améliorée. Les thèmes introduits précédemment, comme l'importance du sang, l'arcana, ou la malédiction du clan Shiré, doivent être développés ou conclus de manière satisfaisante. Les erreurs perçues du premier film, comme un certain manque d'ampleur ou une tonalité parfois trop sombre, sont ici l'occasion d'un recalibrage audacieux. Le but est de faire de ce deuxième chapitre le pilier solide d'une franchise qui pourra désormais explorer librement son vaste univers,
Ayant posé ses fondations mythologiques et établi ses règles narratives avec brio. L'alchimie des éléments naturels dans les pouvoirs spéciaux. La manifestation des capacités surnaturelles pourrait puiser son essence dans les éléments primordiaux qui composent les différents royaumes. Les boules de feu de Liu Kang ne seraient pas une simple pyrotechnie mais l'incarnation de son chi purifié, transformé en une énergie solaire brûlante et vivante. Les glaces de Sub-Zero, bien qu'absents, pourraient être évoquées comme l'expression d'une discipline opposée, une froideur absolue puisée dans les abysses. L'énergie dorée de Raiden représente la foudre céleste, à la fois créatrice et destructrice, symbole de son autorité divine et de son lien avec le ciel du Earthrealm. Les manipulations d'ombre de Quan Chi puisent dans les ténèbres du Netherrealm, une absence de lumière qui devient substance palpable et corruptrice. Kitana maîtriserait l'élément air, ses éventails générant des lames de vent tranchantes et précises, reflétant sa grâce aérienne et son esprit libre. Cette codification élémentaire offre une logique interne au combat et permet des interactions visuelles spectaculaires, comme l'eau éteignant le feu ou la terre absorbant la foudre. La dimension spectrale et la perception altérée des ressuscités. Les personnages ramenés d'entre les morts par la nécromancie de Quan Chi ne seraient pas des copies parfaites de leur ancien soi. Kung Lao pourrait percevoir le monde matériel à travers un voile spectral, voyant constamment les empreintes des âmes passées ou les failles dans la réalité. Son combat, bien que physiquement puissant, pourrait être entaché d'une hésitation étrange, comme si une partie de lui restait piégée dans les limbes. Kano, quant à lui, aurait peut-être conservé toute sa personnalité cynique, mais son corps montrerait des signes de décrépitude arrêtée, une pâleur cadavérique ou des veines sombres visibles sous la peau. Ces résurrections imparfaites seraient source d'angoisse permanente pour eux, les reliant éternellement à leur bourreau. Ils pourraient aussi posséder des capacités spectrales inattendues, comme une intangibilité momentanée ou une perception des peurs d'autrui. Leur présence devient ainsi une horreur existentielle, une violation des lois naturelles qui affectent la texture même de la réalité autour d'eux. La stratégie militaire de Sonya Blade face au surnaturel. En tant que commandante des forces spéciales, Sonya n'aborderait pas le tournoi comme une série de duels honorifiques mais comme une campagne militaire asymétrique. Elle établirait des profils psychologiques des adversaires de Lootworld, recherchant leurs faiblesses tactiques et leurs rivalités internes. Ces gadgets ne seraient pas aléatoires mais conçus pour contrer des types spécifiques de pouvoir, des grenades à particules pour perturber les projections énergétiques, des grappins isolants contre les manipulateurs de foudre. Elle insisterait pour que l'équipe opère avec des protocoles de communication et des signes tactiques, imposant de l'ordre dans le chaos. Son conflit avec Raiden viendrait de cette approche rationnelle face à sa vision mystique et fataliste. Elle serait la stratège qui planifie plusieurs coups à l'avance, utilisant même une apparente défaite comme un appât pour piéger un ennemi plus puissant. Son leadership prouverait que l'esprit humain, sa logique et son adaptabilité sont des armes aussi puissantes que la magie la plus ancienne. L'économie des royaumes et les ressources du pouvoir. La puissance d'un royaume ne résiderait pas seulement dans ses guerriers mais dans les ressources mystiques qu'il contrôle. L'Outworld de Shao Kahn pourrait être riche en minerais ardents comme l'amite, qui alimente ses forges démoniaques et permet la création d'armes vivantes. Le Earthrealm, plus pauvre en magie brute, compenserait par l'ingéniosité de ses artisans et la découverte de sites sacrés où le chi de la terre est encore pur. Le Netherrealm exploiterait la souffrance et les âmes capturées comme une monnaie d'énergie, une économie macabre dirigée par Quan Chi. Ces disparités économiques expliqueraient la soif de conquête de Shao Kahn. Absorber le Earthrealm, c'est s'approprier ces rares fontaines de chi naturel. Les arènes du tournoi pourraient être construites sur des nœuds énergétiques, des lieux où la frontière entre les royaumes est mince, rendant les combats encore plus instables et imprévisibles. Cette logique matérielle ajoute une couche de réalisme politique à la fantaisie épique. L'iconographie religieuse et les cultes dans l'Outworld. La tyrannie de Shao Kahn s'appuierait sur un culte de la personnalité dévoyée en religion d'État. Des statues colossales à son effigie domineraient les places, et ses prêtres imposeraient des rituels de soumission obligatoires. Kitana aurait été élevée dans ce culte, devant vénérer celui qui a anéanti sa vraie culture, créant un conflit psychologique profond. Les motifs décoratifs répéteraient des symboles de domination, des serpents étouffant le monde, des montagnes écrasant des soleils. Cette iconographie oppressante servirait de toile de fond aux scènes dans l'Outworld, renforçant l'idée d'un monde où l'esprit lui-même est asservi. En opposition, les rares temples du Earthrealm montreraient des iconographies de cycle, d'équilibre et de protection, reflétant une spiritualité plus diversifiée et moins centralisée. La lutte devient ainsi aussi une guerre de symboles et de croyances. La physiologie unique des hybrides et des races de l'Outworld. Les créatures comme les Tarkatans ne seraient pas des monstres simples mais posséderaient une biologie et une société complexes. Leur appétit vorace pourrait être une nécessité métabolique pour soutenir leur régénération cellulaire rapide, un avantage au combat. Les Choquants, avec leurs 4 bras,
développerait des styles de combat et une philosophie martiale totalement étrangère aux humains, basée sur une conscience multitâche du combat. Ces différences physiologiques ne seraient pas présentées comme monstrueuses en soi, mais comme l'adaptation à un environnement brutal. Le film pourrait montrer que sous le règne de Shao Kahn, ces races sont souvent réduites à des castes guerrières ou esclavagistes, exploitées pour leurs traits distinctifs. Leur présence interroge la notion même d'humanité et de normalité dans un cosmos aussi vaste et diversifié. L'importance des objets sacrés et des artefacts dispersés. L'intrigue pourrait intégrer la quête d'objets de pouvoir disséminés à travers les royaumes, reliques d'un temps avant le tournoi. Le médaillon de Shinnok, l'épée de l'âme, ou des artefacts originaux créés pour le film serviraient de MacGuffin ou d'objets de pouvoir convoités. Raiden chargerait certains champions de les récupérer pour priver l'ennemi d'un avantage ou renforcer la défense du Earthrealm. Ces objets auraient une volonté propre ou des conditions d'utilisation périlleuses, testant le porteur moralement autant que physiquement. Leur design visuel devrait évoquer une ancienneté et une puissance palpables, avec des inscriptions dans des langues oubliées et des matériaux qui ne sont plus de ce monde. Ces reliques ajoutent une dimension de chasse au trésor et d'archéologie mystique à la trame principale. La communication interroyale mais les technologies de voyage. Le simple fait de se déplacer entre les royaumes devrait être un défi en soi, nécessitant des portails instables, des chemins astro-périlleux ou des vaisseaux dimensionnels. L'Outworld posséderait des technologies de portails sophistiquées mais énergivores, symbole de sa maîtrise impériale de l'espace. Le Earthrealm, lui, dépendrait de portails naturels imprévisibles ou de la capacité de Raiden à transporter un nombre limité de personnes. Ces voyages pourraient être montrés comme des expériences psychédéliques et dangereuses, où l'esprit est exposé au courant de l'entremonde. La maîtrise de ces voies de communication serait un enjeu stratégique majeur, permettant des frappes rapides ou des retraites désespérées. Les séquences de voyage offriraient aussi des moments de contemplation visuelle spectaculaires, exposant la cosmologie du film de manière immersive. La philosophie martiale de Liu Kang et son évolution. Au-delà de la discipline Shaolin, Liu Kang incarnerait une philosophie du combat comme voie d'élévation personnelle et de protection des innocents. Chaque coup porterait une intention précise, et chaque victoire serait une responsabilité accrue. Le film pourrait montrer ces moments de doute, où cette philosophie est mise à mal par la brutalité nécessaire du tournoi. Son évolution pourrait le mener vers une compréhension plus mature. Parfois, protéger la flamme de la vie demande de consumer complètement la menace. Sa relation avec Raiden évoluerait de celle d'un élève avec son maître à celle d'un partenaire critique, capable de remettre en question les décisions du dieu. Liu Kang deviendrait ainsi le cœur moral du groupe, la conscience qui rappelle que l'on ne peut pas sauver le royaume en perdant son âme. Les jeux de pouvoir et les conseillers dans l'ombre de Shao Kahn. L'empereur ne règne pas seul. Il s'entourerait d'une cour de courtisans, de généraux et de sorciers ambitieux, chacun cherchant à gagner sa faveur et à miner ses rivaux. Un personnage comme le cyborg Sector, représentant du clan cybernétique Lin Kuei, pourrait être présent comme un fournisseur d'armes froid et calculateur. Ces interactions en coulisses montreraient que l'Outworld est un panier de crabes, où la loyauté n'existe que par la peur. Quand Chi naviguerait dans ces eaux troubles avec une perfidie exemplaire, flattant Shao Kahn tout en préparant son propre ascendant. Ces intrigues de palais offriraient un contrepoint politique au combat dans l'arène, illustrant que la guerre se gagne aussi par la ruse et la manipulation des orgueils. L'impact psychologique des pouvoirs sur leurs utilisateurs. Utiliser la magie ou des capacités surnaturelles laisserait des marques sur l'esprit et le corps. Les projections de feu de Liu Kang pourraient demander un tel niveau de concentration qu'elles le laisseraient mentalement vulnérable après leur usage. Les manipulations temporelles de personnages comme Gera, s'il apparaît, pourraient entraîner une dissociation de la réalité. Les pouvoirs de Scorpion, liés à la douleur et à la vengeance, pourraient avoir un coup psychique, le hantant de cris fantômes. Johnny Cage, développant peut-être des pouvoirs énergétiques basés sur sa confiance en soi, verrait ses capacités fluctuer avec son état émotionnel. Cette vulnérabilité intrinsèque au pouvoir rendrait les combattants plus humains et leurs capacités moins invulnérables, introduisant un élément de risque et d'usure. La conception des arènes comme piège psychologique. Shao Kahn, en maître de cérémonie sadique, concevrait les arènes non seulement pour tester la force physique, mais pour briser l'esprit des adversaires. Une arène pourrait être construite sur un champ de douleur psychique, amplifiant les peurs et les regrets de ceux qui y combattent. Une autre pourrait projeter des illusions des êtres chers en danger, distrayant le combattant. Le choix de l'arène pour chaque duel pourrait être une stratégie délibérée de l'Outworld pour désavantager un champion spécifique du Earthrealm. Les héros devraient donc non seulement vaincre leur adversaire, mais aussi résister à l'influence délétère du terrain lui-même. Cette dimension ajoute une couche d'horreur psychologique et de défis intellectuels aux épreuves physiques. Le rôle des archives et des bibliothèques oubliées. Dans la course à la préparation,
Les champions pourraient devoir plonger dans des archives interdites ou des bibliothèques de monastères oubliés. Ces séquences permettraient d'exposer l'histoire du conflit et les faiblesses des anciens champions de Lootworld de manière organique. Un personnage comme Bo Rai-Cho pourrait être introduit comme un gardien de savoirs anciens, un maître ivre de connaissances aussi bien que de vin. Ces moments de recherche offriraient des pauses contemplatives et expositives, développant le lore sans recourir à de longs monologues. Ils renforceraient l'idée que la connaissance est une arme et que le passé contient les clés pour survivre au présent. Les séquences d'entraînement et la transmission du savoir. Avant le tournoi, des moments d'entraînement seraient cruciaux pour montrer la progression et les dynamiques entre les personnages. Scorpion entraînant Cole ne serait pas une simple leçon de combat, mais un enseignement sur le contrôle de la colère et la canalisation du chagrin. Liu Kang et Kung Lao, si ce dernier est présent, pourraient pratiquer des katas synchronisés, montrant leur complicité martiale héritée d'un même enseignement. Johnny Cage, moqué pour son style cinématographique, serait forcé de se dépouiller de ses mauvaises habitudes sous la direction exigeante de Sonya. Ces séquences montreraient que la force ne s'acquiert pas magiquement, mais par l'effort, la sueur et la volonté de se dépasser. Elles créent aussi des liens émotionnels forts entre les personnages, rendant les pertes potentielles plus douloureuses. La gestion des séquelles et la médecine interroyale. Les blessures infligées par des armes magiques ou des pouvoirs élémentaux nécessiteraient des soins tout aussi spéciaux. Le film pourrait montrer une infirmerie ou un sanctuaire de guérison, où des moines ou des chamans utilisent des herbes mystiques, l'acupuncture du chi ou des cristaux énergétiques pour soigner les combattants. Ces scènes de convalescence seraient des moments clés pour des dialogues intimes et des révélations entre les personnages. Elles rappelleraient aussi le coût humain du conflit, loin de la gloire abstraite de la victoire. La difficulté à soigner les blessures infligées par la magie noire de Quan Chi pourrait être un plot-point, forçant les héros à chercher un remède dans des territoires dangereux. La présence des médias du Earthrealm et la perception publique. L'idée que Johnny Cage est une star de cinéma ouvre la porte à une réflexion sur la médiatisation du conflit. Des rumeurs, des théories du complot ou des reportages fragmentés pourraient filtrer dans le monde normal, créant une panique ou une incrédulité générale. Sonya Blade devrait peut-être gérer des supérieurs sceptiques au sein du gouvernement, exigeant des preuves ou tentant de s'approprier la technologie de Lootworld. Cette intrigue secondaire ancrerait le film dans une réalité contemporaine et poserait la question de la réaction de l'humanité face à une menace existentielle qu'elle ne peut comprendre. Johnny Cage, en pont entre les deux mondes, aurait un rôle unique à jouer pour gérer cette perception, utilisant peut-être sa notoriété pour distraire l'attention ou diffuser un message codé. Les cauchemars et les prémonitions comme moteur narratif. Dans un univers où les frontières entre les royaumes sont minces, les rêves pourraient être des échos d'autres réalités ou des avertissements prophétiques. Cole Young, lié au destin de Scorpion, pourrait être hanté par des visions du passé de Hanzo ou d'un futur apocalyptique où Lootworld l'emporte. Raiden, en tant que dieu, pourrait percevoir des lignes du temps alternatif, l'empêchant parfois de dormir. Ces séquences oniriques offriraient des possibilités visuelles extraordinaires, brisant les lois de la physique pour créer des métaphores visuelles des peurs des personnages. Elles serviraient aussi à donner des indices aux spectateurs sur des trahisons à venir ou des faiblesses cachées de l'ennemi, sans être trop explicites. L'utilisation des saisons et des cycles naturels comme métaphore. La progression du film pourrait être rythmée par des changements de saison dans le Earthrealm, reflétant l'état du conflit. Le début du tournoi en automne, saison du déclin et de la mort, évoluant peut-être vers un hiver rigoureux symbolisant le désespoir, puis un fragile printemps avec l'espoir renaissant. Lootworld, lui, pourrait être figé dans un été étouffant et aride ou dans un perpétuel crépuscule, sans cycle naturel. Cette symbolique environnementale renforcerait les thèmes de vie, de mort et de renouveau qui sont au cœur de la saga. La victoire finale pourrait même être marquée par un changement visuel dans le ciel ou la terre du Earthrealm, signe tangible du rétablissement de l'équilibre. Le langage corporel des dieux et des êtres anciens. Raiden, Shao Kahn et Quan Chi ne communiqueraient pas comme des humains. Leurs gestes seraient plus mesurés, plus économes, chargés d'un poids séculaire. Un simple mouvement de la main de Raiden pour calmer une tempête, le poing de Shao Kahn se serrant lentement pour signifier une exécution, le sourire presque imperceptible de Quan Chi trahissant sa satisfaction devant un plan qui se déroule. Leurs expressions faciales seraient plus difficiles à lire, leurs émotions filtrées par des millénaires d'existence. Cette altérité dans la communication visuelle les distinguerait immédiatement des mortels, créant une distance et une aura de puissance. Leur voix même, par le timbre et l'écho, devrait transmettre cette ancienneté et cette autorité démesurée. L'importance des rites d'ouverture et de clôture du tournoi. Le tournoi ne commencerait pas par un simple gong. Un rituel complexe, impliquant peut-être des sacrifices symboliques, des incantations aux dieux anciens et l'exposition des règles sacrées, ouvrirait les hostilités.
Ce cérémonial aurait une importance narrative, car chaque étape pourrait être l'occasion d'une tentative de triche ou d'une révélation. De même, la clôture du tournoi, victorieuse ou non, nécessiterait un rituel pour sceller le sort des royaumes, un moment de grande solennité et de conséquences cosmiques. Ces séquences rituelles donneraient au tournoi sa dimension sacrée et historique, le distinguant d'une simple compétition. Elles permettraient aussi de rassembler tous les personnages en un même lieu, créant des tensions et des occasions de dialogue cruciaux en dehors de l'arène. La déconstruction du héros classique à travers l'équipe. Aucun personnage ne posséderait toutes les qualités du héros traditionnel. Liu Kang a la puissance mais manque peut-être de ruse, Sonya a la stratégie mais manque de pouvoir mystique, Johnny a le courage mais manque de discipline, Cole a le potentiel mais manque d'expérience. C'est seulement en combinant leurs forces et en compensant leurs faiblesses mutuelles qu'ils peuvent incarner l'archétype du héros à parts multiples. Le film pourrait montrer que le véritable héros est collectif, une idée qui défie la notion de champion unique des jeux. Cette approche permet de développer un ensemble de personnages sans en sacraliser un seul et reflète la diversité du public moderne qui se reconnaît dans des archétypes variés. Les échecs partiels et les leçons de la défaite. Tous les champions du Heurtrealm ne gagneraient pas leur duel. Une défaite stratégique, bien que douloureuse, pourrait servir à révéler les tactiques ou les pouvoirs ultimes d'un adversaire clé de Lootworld pour le bénéfice du prochain combattant. La perte d'un combat pourrait aussi forcer les héros à reconsidérer leur approche, à innover ou à faire des alliances impensables. Ces échecs rendraient la victoire finale plus difficile et donc plus méritée. Ils montreraient que même les meilleurs peuvent être battus, et que le chemin vers le salut est pavé de revers et de douleurs. Ces moments ajoutent du suspense, car la défaite totale devient une possibilité réelle à chaque duel. La perspective des citoyens ordinaires de Lootworld. Le film pourrait offrir un bref aperçu de la vie des populations sous le joug de Shao Kahn. Pas seulement les guerriers, mais les artisans, les paysans, les esclaves. Leur existence misérable, leur peur permanente, servirait de rappel poignant de ce qui attend le Heurtrealm en cas de défaite. Kitana, en se rebellant, pourrait s'appuyer sur un réseau de résistance parmi ces gens, montrant que la tyrannie n'étouffe pas toujours l'espoir. Cette humanisation de l'ennemi complexifierait la moralité du conflit. Libérer Lootworld de son tyran pourrait devenir un objectif aussi noble que de sauver le Heurtrealm. Cela donnerait à la lutte une dimension de libération universelle, au-delà de la simple défense de son territoire. L'architecture organique et démoniaque du palais de Shao Kahn. Le siège du pouvoir de l'empereur ne serait pas un château de pierre, mais une structure qui semble avoir poussé comme un cancer, fusionnant le métal, l'os et la chair pétrifiée. Les couloirs pulseraient faiblement, comme s'ils étaient vivants, et les portes seraient des mâchoires qui s'ouvrent et se ferment. Les trônes seraient taillés dans des colonnes vertébrales de créatures colossales. Cette esthétique biopunk renforcerait l'idée que Lootworld sous Shao Kahn est une perversion de l'ordre naturel, où même l'architecture est une extension de sa volonté violente et dominatrice. Les héros, en pénétrant dans ce lieu, ressentirait physiquement l'oppression et l'hostilité de l'environnement lui-même, un personnage antagoniste à part entière. Les limites du pouvoir de Raiden et sa frustration divine. En tant que dieu protecteur, Raiden serait lié par des serments et des lois cosmiques bien plus strictes que les simples règles du tournoi. Il ne pourrait pas tuer Shao Kahn directement, ni annuler magiquement ses avantages. Sa puissance serait canalée à travers ses champions, faisant de lui un guide et un soutien, mais pas un sauveur tout-puissant. Le film pourrait montrer sa colère froide lorsqu'un de ses protégés meurt, son impuissance à changer le passé, ou son dilemme quand il doit sacrifier une bataille pour gagner la guerre. Cette limitation le rend plus dramatique et intéressant que s'il était omnipotent. Son combat est avant tout un combat d'influence, de sagesse et de patience contre la force brute et immédiate de l'empereur. La composition des équipes de duel et la psychologie des matchs. L'ordre dans lequel les champions s'affrontent serait un jeu d'échecs psychologique entre Raiden et les stratèges de Lootworld. Envoyer Johnny Cage en premier pour déstabiliser par son imprévisibilité, garder Liu Kang pour les duels les plus cruciaux, utiliser Sonya pour affronter un ennemi dont elle a étudié les failles. Chaque match-up raconterait une histoire, le vieux maître contre le jeune prodige, la technologie contre la magie, la rage contre la discipline. Les réactions des autres combattants en bord d'arène, leurs conseils criés ou leur silence lourd, feraient partie intégrante de la scène. Le tournoi devient ainsi une narration à plusieurs niveaux, où chaque combat est un chapitre avec son propre arc dramatique et ses conséquences pour l'intrigue principale. La transformation du paysage après les combats majeurs. Les duels entre êtres surpuissants ne se dérouleraient pas dans des arènes intactes. Un combat avec un pyromancien laisserait le sol vitrifié et fumant, une bataille avec un terramancien créerait des ravines et des pics de terre. L'environnement porterait les cicatrices de la violence échangée, devenant un témoin muet et ravagé de la férocité du tournoi. Ces transformations pourraient même être utilisées tactiquement plus tard,
un combattant attirant son adversaire vers une zone précédemment fragilisée pour le piéger. Cela ajoute une dimension dynamique et destructrice au combat, montrant que les champions ne sont pas des gladiateurs dans une cage, mais des forces de la nature qui remodèlent le terrain à leur image. La récurrence des motifs mythologiques à travers les cultures. Le scénario pourrait tisser des liens subtils entre la mythologie de Mortal Kombat et les légendes du monde réel. Les épreuves du tournoi pourraient faire écho aux 12 travaux d'Hercule, au voyage d'Orphée aux enfers, ou aux mythes fondateurs de différentes cultures. Scorpion incarnerait le vengeur fantôme des folklores japonais, Raiden le dieu du tonnerre, Shao Kahn le titan dévoreur de mondes. Ces échos donneraient une profondeur archétypale à l'histoire, la reliant à un inconscient collectif plus large. Ils permettent aux spectateurs de reconnaître des patterns mythologiques familiers, même dans cet univers étrange, créant un sentiment de déjà-vu épique qui renforce la portée du récit. La gestion du temps et le compte à rebours inexorable. Le tournoi se déroulerait sur un nombre de jours défini, ajoutant une pression temporelle tangible. Chaque lever de soleil rapprocherait de l'échéance finale et de la possible absorption du Heurtrilm. Le film pourrait utiliser des inserts de sabliers cosmiques, de feux qui s'éteignent, ou d'une lune qui se rapproche dangereusement de la Terre comme métaphore visuelle de ce compte à rebours. Les moments de repos ou de stratégie seraient entachés par cette urgence, empêchant les héros de se reposer véritablement. Cette structure temporelle stricte donne un rythme implacable au film et renforce l'idée que chaque seconde, chaque décision, compte dans la balance du destin. La possibilité de trahison au sein du Heurtrilm. La pression et la peur pourraient pousser un champion du Heurtrilm à envisager un marché avec l'ennemi pour sauver sa peau ou obtenir un pouvoir. Ce ne serait pas forcément un vilain comme Kano, mais peut-être un personnage moins ancré, tenté par Quan Chi par des promesses de résurrection d'un être cher ou de puissance ultime. Cette menace interne créerait une paranoïa au sein du groupe, testant les liens de confiance au moment où l'unité est le plus nécessaire. La révélation ou l'échec de cette trahison serait un moment charnière, forgeant le groupe dans le feu de la duplicité et de la désillusion. Cela ajoute une couche de suspense psychologique à la tension physique des combats. Le symbolisme animalier associé aux combattants. Chaque champion pourrait être associé à un animal totem reflétant son style et son esprit. Liu Kang est le dragon, symbole de puissance et de sagesse orientale. Scorpion est l'araignée ou le scorpion, prédateur patient et venimeux. Johnny Cage est le phénix, renaissant de ses échecs avec plus d'éclat. Kitana est la colombe ou le faucon, entre grâce et prédation. Ces motifs pourraient apparaître sur leurs vêtements, dans la chorégraphie de leurs mouvements, ou même se manifester brièvement sous forme d'illusions d'énergie lors de leurs coups spéciaux les plus puissants. Ce langage symbolique visuel enrichit la caractérisation sans dialogue et connecte les personnages à un bestiaire mythique universel. Les souvenirs encapsulés dans les armes et les artefacts. L'épée de Kenshi, si le personnage apparaît, contiendrait les esprits qu'elle a capturés. Les éventails de Kitana pourraient être imprégnés des derniers soupirs de sa mère Sindel. Le couteau de Kano porterait la mémoire de chaque trahison qu'il a commise. Ces objets ne seraient pas inertes, mais des réceptacles d'histoire et d'émotion, affectant parfois leur porteur par des flashs de mémoire ou des murmures. Cette idée donne une dimension presque horrifique et mélancolique aux armes, qui deviennent des personnages secondaires avec leur propre passé. Elle permet aussi d'exposer le backstory de manière visuelle et sensorielle, plutôt que par des exposés dialogués. L'impact de la victoire ou de la défaite sur le tissu de la réalité. La victoire du Heurtrilm ne signifierait pas seulement la survie, mais pourrait avoir des effets secondaires cosmiques. Peut-être que la défaite de Shao Kahn affaiblirait momentanément toutes les magies noires, libérant des âmes prisonnières ou fermant des failles dimensionnelles parasites. À l'inverse, une défaite créerait des fractures visibles dans le ciel du Heurtrilm, une assimilation lente et horrible montrée à l'écran. Le film pourrait montrer ces altérations de la réalité de manière spectaculaire, faisant de l'enjeu du tournoi une transformation tangible du monde, et non une simple abstraction politique. Le public verrait littéralement ce qui est en jeu, rendant l'engagement émotionnel bien plus fort. Le langage des couleurs dans la magie et les affiliations. Les couleurs des pouvoirs et des costumes ne seraient pas aléatoires. Le bleu pourrait être associé au chi pur et protecteur, Liu Kang, Raiden, le vert à la magie nécromantique et vénéneuse, Quan Chi, le rouge à la rage et au feu de la vengeance, Scorpion, certaines formes de Shao Kahn, le violet à la royauté et à la mélancolie d'Edenia, Kitana, Sindel. Johnny Cage pourrait avoir une énergie dorée ou blanche, couleur de l'ego pur et de l'éclat médiatique. Ce code couleur permettrait une lecture instantanée des alliances et de la nature des pouvoirs en jeu lors d'un combat. Il deviendrait un élément de narration visuelle cohérent, guidant l'œil et l'émotion du spectateur à un niveau subliminal. La philosophie du vainqueur et la gestion post-conflit. Que se passe-t-il après le dernier coup porté? Si le Heurtrilm gagne, doit-il occuper l'Outworld? Libérer ses peuples? Isoler le royaume?
Le film pourrait effleurer ces questions à travers des dialogues entre Raiden et les champions, notamment les plus idéalistes comme Liu Kang face aux plus pragmatiques comme Sonya. La victoire apporte une nouvelle responsabilité. Que faire d'un empire vaincu mais peuplé d'innombrables êtres, certains monstrueux, tous traumatisés? Cette réflexion élève le film au-delà de la simple victoire du bien sur le mal, vers une exploration des complexités morales de la paix et de la reconstruction après une guerre existentielle. Elle pose les bases de conflits futurs, peut-être plus nuancés. Le son du silence et son pouvoir dramatique. Après le vacarme d'un combat, un silence soudain peut être plus poignant que toute musique. Le silence qui suit la mort d'un combattant, lourd de sens et d'émotions retenues. Le silence dans lequel un champion épuisé entend seulement son propre souffle et les battements de son cœur. Le silence respectueux avant un salut martial. Le réalisateur pourrait utiliser ces moments de calme absolu pour permettre au public d'absorber l'impact émotionnel de ce qui vient de se passer. Ces pauses acoustiques créent un rythme respiratoire pour le film, évitant la saturation sensorielle et donnant du poids aux moments de violence ou de révélation qui les entourent. L'héritage laissé par les combattants tombés au combat. La mort d'un champion ne serait pas une simple suppression du roster. Elle laisserait une empreinte sur ses camarades, un vide stratégique, et souvent un objet ou une technique qui pourrait être repris. Le casque de Kung Lao, une technique spéciale de Liu Kang, un gadget de Sonya. Ces reliques pourraient être utilisées par un autre personnage plus tard, perpétuant l'esprit du défunt dans le combat. Leurs derniers mots, leurs regards, deviendraient des motivations pour ceux qui restent. Le film montrerait que l'on se bat aussi pour honorer la mémoire de ceux qui sont tombés, et que leur sacrifice n'est pas oublié mais incorporé dans la lutte continue. Cela donne une dimension héroïque et tragique à chaque perte. La réinterprétation des fatalities comme moment de caractère. Une frappality ne devrait pas être qu'un spectacle gore gratuit. Elle devrait révéler quelque chose du personnage qui l'exécute. Celle de Scorpion, si elle a lieu, pourrait être rapide et implacable, signe d'une vengeance devenue froide et professionnelle. Celle de Johnny Cage pourrait être maladroite mais efficace, ou au contraire spectaculaire et théâtrale, reflétant son insécurité ou son ego. Shao Kahn en infligerait une avec une indifférence absolue, comme on écrase un insecte. Ces moments extrêmes sont l'occasion de montrer l'âme véritable du combattant, dépouillé de toute façade, dans son acte le plus brutal et le plus intime. Ils doivent donc être chorégraphiés et filmés avec une intention dramatique claire. L'équilibre entre la mythologie établie et l'innovation narrative. Le film doit se sentir à la fois familier et nouveau. Il peut prendre des libertés, comme faire équiper Kitana avec Sonya contre un danger commun, ou donner à Cole un pouvoir inédit, tant que ses choix servent l'histoire et respectent l'essence des personnages. L'innovation peut aussi venir de la structure. Entrelacer les duels avec des flashbacks qui éclairent une rivalité spécifique ou montrer un combat du point de vue d'un spectateur terrifié dans les gradins. Le but n'est pas de tout recréer, mais de faire redécouvrir un univers aimé sous un angle frais, avec les outils et la maturité narrative du cinéma contemporain. C'est cet équilibre délicat qui définira le succès du film auprès des puristes et des néophytes. La lumière en tant qu'élément narratif et émotionnel. La qualité de la lumière devrait changer en fonction du royaume et de l'humeur de la scène. La lumière crue et blanche d'un laboratoire du Heurtrilm où Jacques s'est opéré. La lueur chaude et dansante des torchers dans un temple Shaolin. La lueur verdâtre et malsaine qui émane des fosses du Netherrealm. La lumière dorée et divine qui entoure Raiden lorsqu'il utilise pleinement son pouvoir. Ces choix d'éclairage ne sont pas techniques mais narratifs. Ils peignent l'émotion et définissent l'atmosphère aussi sûrement que les décors et les dialogues. Un combat dans l'obscurité, seulement éclairé par les éclairs des pouvoirs, créerait une esthétique et un suspense totalement différents d'un duel en plein jour. Et la conclusion comme nouveau commencement. La fin du film, même en cas de victoire, ne devrait pas être un happy end complet. Le prix payé serait visible, des champions blessés ou morts, des royaumes instables, des menaces seulement repoussées. Une scène post-générique pourrait montrer quand Chi, survivant dans l'ombre, commençant à manipuler les fragments d'âme laissés par le conflit pour préparer son propre règne. Ou l'éveil d'une entité encore plus ancienne, dérangée par les secousses dimensionnelles du tournoi. Cette ouverture vers de futures aventures doit se faire sans diminuer la satisfaction de l'arc narratif principal. Elle doit donner au spectateur le sentiment d'avoir vécu une aventure complète, tout en lui laissant anticiper avec excitation les conflits à venir dans cet univers désormais riche et vivant à l'écran. La cosmogonie et la jeunesse des royaumes comme fondement. L'univers de Mortal Kombat repose sur une jeunesse violente où les royaumes sont nés de la fragmentation d'un monde primordial après une guerre entre les dieux anciens. Chaque royaume a conservé une essence propre, un chi dimensionnel qui définit ses lois physiques et magiques. Le Heurtrilm est le plus jeune, riche d'un chaos créatif et d'un potentiel évolutif inachevé. L'Outworld est un agrégat de royaumes conquis,
une fusion instable dont la disharmonie génère une magie brute et corrompue. Le Netherrealm est le dépotoir des âmes damnées et des énergies refusées, une plaie ouverte dans le tissu cosmique. Comprendre cette géologie mystique permet de saisir pourquoi le tournoi est nécessaire. Il est un exutoire ritualisé pour ces énergies conflictuelles, un moyen d'éviter une collision catastrophique qui briserait à nouveau la réalité. Cette profondeur mythologique donne un poids métaphysique au combat qui dépasse largement une simple rivalité territoriale. La sociologie des clans et des factions dans le Earthrealm. Avant l'unification par la menace, le Earthrealm est fracturé en sociétés secrètes aux agendas divergents. Le Lin Kuei, obsédé par la perfection cybernétique, voit le tournoi comme un terrain d'essai pour ses prototypes. Les moines de l'Ordre de la Lumière, dont Liu Kang est l'élu, considèrent le conflit comme une épreuve spirituelle pour l'humanité entière. Les services secrets dirigés par Sonia Blade perçoivent l'invasion comme une crise de sécurité nationale aux implications extraterrestres. L'arrivée de Johnny Cage, individu totalement déconnecté de ses structures, agit comme un catalyseur qui force ces factions à coopérer. Ces tensions préexistantes doivent être surmontées pour former un front uni, mais elles offrent aussi des opportunités narratives de trahison et de conflits internes riches. La victoire nécessite donc une harmonisation sociale aussi difficile que la défaite militaire. La mystique du sang est l'héritage génétique de l'arcana. Le concept introduit dans le premier film, où les pouvoirs se transmettent par le sang, l'arcana, peut être considérablement enrichi. Il ne s'agirait pas d'un simple gène mais d'une résonance spirituelle avec les événements fondateurs des royaumes. Le sang de Scorpion est imprégné de la douce du Netherrealm et de la flamme de la vengeance, une malédiction active. Celui de Cole Young, son descendant, porte cette empreinte mais aussi la capacité de la purifier et de la rediriger. Les membres du clan de Sub-Zero porteraient une marque génétique liée au froid primordial, une absence de chaleur métaphysique. Ce système héréditaire crée une aristocratie de fait parmi les champions, soulevant des questions de destin versus libre arbitre. Certains, comme Johnny Cage, pourraient n'avoir aucun sang magique, leur puissance venant entièrement de leur volonté et de leur ego, défiant ainsi ce déterminisme mystique. La thermodynamique magique et la conservation de l'énergie. Dans cet univers, la magie obéit à des lois de conservation. Elle ne se crée ni ne se perd, elle se transforme. Les pouvoirs d'un pyromancien comme Liu Kang puisent dans la chaleur ambiante, pouvant geler l'air autour de lui. La nécromancie de Quan Chi fonctionne en volant l'énergie vitale d'une zone, laissant derrière elle un froid de mort et une stérilité persistante. La foudre de Raiden est canalisée depuis la haute atmosphère, nécessitant une connexion avec le ciel. Cette thermodynamique explique les faiblesses et les limites des combattants. Un épuisement mystique est aussi réel qu'une fatigue physique. Elle permet aussi des combinaisons stratégiques, utiliser un sort de glace pour concentrer la chaleur ailleurs et amplifier un jet de feu. Cette approche systématique rend la magie moins arbitraire et plus intéressante tactiquement. L'écologie mystique et la faune dimensionnelle. Chaque royaume a développé une biosphère unique influencée par son essence magique. Lootworld pourrait abriter des prédateurs chassant à l'odeur de la peur, des plantes parasites s'enracinant dans la chair, et des troupeaux de bêtes se nourrissant d'énergie psychique. Le Earthrealm posséderait des créatures cryptiques endormies, gardiennes de lieux sacrés, qui s'éveillent face aux perturbations dimensionnelles. Le Netherrealm est un écosystème de la souffrance, où les démons sont des formes de vie issues de l'angoisse condensée. Ces éléments ne sont pas de simples décors mais peuvent interférer avec les combats ou être utilisés comme ressources. Un champion pourrait apprivoiser une bête de Lootworld pour l'aider, ou être forcé de traverser une forêt hallucinogène pour atteindre une arène. Cette écologie fantastique rend les royaumes véritablement vivants et dangereux en dehors des arènes. La linguistique et les langues perdues des dieux anciens. La communication entre royaumes pose le problème des langues. Les combattants pourraient communiquer par une langue commune basique, mais les incantations de haute magie, les noms véritables des entités et les termes des traités anciens sont dans des langues oubliées. Raiden et Quan Chi maîtriseraient ces langues sacrées, leur donnant un pouvoir de nomination et de lien direct avec les forces primordiales. Les écritures sur les artefacts, les glyphes dans les arènes, les murmures des esprits, tout cela nécessiterait des traducteurs ou des révélations. Cette barrière linguistique est une métaphore de l'incompréhension fondamentale entre les royaumes, et sa traversée, par l'apprentissage ou la magie, symboliserait un véritable rapprochement. Un personnage comme Shang Tsung, en tant que voleur d'âme, pourrait comprendre toutes les langues, ce qui en fait un diplomate et un manipulateur redoutable. Est la géomancie et l'importance des lignes telluriques. La puissance magique du Earthrealm n'est pas uniforme. Elle circule le long de lignes d'énergie, des veines du dragon connectant des lieux sacrés comme les temples Shaolin, Stonehenge ou le mont Fuji. Shao Kahn chercherait à conquérir ou à corrompre ses nœuds pour affaiblir le royaume depuis l'intérieur et faciliter son absorption. Les arènes du tournoi pourraient être placées précisément à l'intersection de ces lignes,
canalisant leur énergie pour alimenter les barrières dimensionnelles qui maintiennent le tournoi isolé. Raiden, en tant que dieu local, serait intimement connecté à ce réseau, ressentant chaque perturbation comme une douleur. Les champions pourraient devoir protéger ces sites contre des attaques sournoises pendant que le tournoi se déroule ailleurs, créant une guerre sur deux fronts. La métaphysique de la réincarnation et du karma. Dans un univers où les âmes peuvent être piégées, manipulées ou réincarnées, la mort n'est qu'une transition. Le système du karma pourrait être une loi cosmique. Les actes dans une vie influencent la forme de la suivante. Scorpion, ayant brûlé dans la haine, est revenu comme un spectre de feu. Kung Lao, mort en héros, pourrait revenir purifié ou avec une mission céleste. Ce cycle explique pourquoi certains personnages reviennent sous différentes apparences à travers les âges. Cela introduit aussi une dimension tragique. Se battre contre un ancien ami réincarné en ennemi, ou devoir tuer à nouveau quelqu'un pour libérer son âme piégée dans un cycle de souffrance. La quête ultime pour certains pourrait être de briser ce cycle et d'atteindre un repos final, un nirvana inaccessible à la plupart des combattants. L'économie de la souffrance comme monnaie d'échange. Dans le Netherrealm et pour les nécromanciens comme Kanchi, la souffrance n'est pas un sous-produit mais une ressource. L'intensité et la qualité de l'agonie, physique, psychologique, spirituelle, ont une valeur énergétique mesurable. Cette horreur économique motive les méthodes particulièrement cruelles de Shao Kahn et de ses sbires. Plus la victoire est humiliante et douloureuse, plus elle alimente leur pouvoir et leur industrie infernale. Les fatalities ne seraient alors pas de la simple cruauté gratuite, mais des rituels de collecte d'énergie raffinée. Les champions du Earthrealm, en refusant d'infliger des souffrances inutiles et en combattant avec honneur, priveraient ainsi l'ennemi d'une partie de son carburant. Leur compassion devient alors une tactique de guerre subtile mais efficace. L'archéologie interdite et les reliques des mondes fusionnés. Lootworld, en tant qu'agrégat, contient les ruines superposées de dizaines de civilisations annexées. Des archéologues ou des aventuriers pourraient y chercher des technologies perdues ou des armes oubliées. Le film pourrait introduire un personnage comme celui d'un chercheur du Earthrealm, prisonnier dans Lootworld, connaissant les secrets de ces ruines. Ces artefacts ne seraient pas nécessairement des armes, mais des clés, des cartes ou des dispositifs capables de manipuler la fusion des royaumes. Shao Kahn les chercherait pour parfaire son contrôle, les héros pour trouver une faille dans son empire. Cela ajoute une dimension d'exploration et de découverte à l'intrigue, transformant Lootworld en un vaste terrain de chasse aux trésors dangereux. La philosophie du corps dans les écoles de combat. Chaque faction a une relation philosophique différente avec le corps du combattant. Les moines Shaolin voient le corps comme un temple à purifier et à renforcer, un véhicule pour l'esprit et le chi. Le Lin Kuei cybernétique le considère comme une machine imparfaite à améliorer et à remplacer. Les nécromanciens le perçoivent comme une enveloppe temporaire, un outil pour l'âme, facilement réparable ou remplaçable. Les guerriers de Lootworld, comme Baraka, exaltent la chair modifiée et les mutations comme des preuves de force et d'adaptation. Ces philosophies entrent en collision lors des combats. La pureté contre la corruption, l'organique contre le synthétique, le sacré contre le profane. Le choix de Johnny Cage, star au corps façonné par le cinéma, d'embrasser une voix plus authentique, incarne ce conflit à l'échelle individuelle. Les maladies dimensionnelles et les effets de la traversée. Voyager entre les royaumes ou être exposé à leurs énergies dissonantes n'est pas anodin. Cela pourrait provoquer le mal des limbes, des hallucinations, une perte de sens de la réalité ou une altération physique temporaire. Les soldats ordinaires du Earthrealm exposés aux frontières pourraient en souffrir, nécessitant des protocoles de quarantaine. Les hybrides de Lootworld pourraient être le résultat d'anciennes expositions devenues permanentes. Les champions, bien que résistants, pourraient montrer des symptômes subtils. Cole voyant des traces de feu là où il n'y en a pas, Sonia entendant des échos de batailles passées. Cette idée rend les voyages dimensionnels périlleux et ajoute un coût personnel à chaque mission, montrant que l'invasion corrompt même l'air que l'on respire. La diplomatie impossible avec Lootworld de Shao Kahn. Tenter de négocier avec Shao Kahn est un exercice futile, car sa philosophie est celle du droit du plus fort. Toute discussion est perçue comme une faiblesse. Cependant, des factions au sein de Lootworld, les résistants d'Edenia, les marchands indépendants, les clans rivaux, pourraient être ouvertes à des alliances secrètes. Raiden, en tant que dieu, serait peut-être contraint par des protocoles diplomatiques archaïques avec l'empereur, même s'ils sont voués à l'échec. Ces tentatives de dialogue, bien que vaines, servent à exposer l'intransigeance maladive de l'antagoniste et à justifier le recours final à la force totale. Elles offrent aussi des moments où des personnages comme Kitana peuvent témoigner de l'impossibilité de la raison face à la tyrannie pure. La phénoménologie de la perception dans les différents royaumes. Comment le monde est-il perçu par ses habitants? Un habitant du Netherrealm pourrait voir les émotions comme des auras colorées,
faisant de la peur un parfum irrésistible. Un dieu comme Raiden percevrait peut-être le temps de manière non linéaire, voyant les conséquences potentielles des actions comme des branches lumineuses. Les champions du Earthrealm, plongés dans l'Outworld, pourraient trouver les couleurs saturées à l'excès, les sons déformés, comme si leur sens était attaqué. Ces différences perceptuelles ne sont pas juste esthétiques, elles affectent la façon de combattre. Un adversaire qui voit l'intention avant le mouvement, ou qui perçoit le champ de bataille en 360 degrés, nécessite des stratégies totalement nouvelles. Le film pourrait utiliser des effets visuels et sonores subtils pour transmettre cette altérité sensorielle au public. La logistique de la guerre interdimensionnelle. Derrière les duels épiques se cache une guerre d'usure avec des besoins logistiques colossaux. Comment l'Outworld approvisionne-t-il ses armées stationnées aux frontières? Comment le Earthrealm déplace-t-il et soigne-t-il ses champions? Il pourrait exister des passeurs, des marchands sans scrupules qui trafiquent des armes, des informations et des ressources entre les royaumes, profitant du conflit. Sonya Blade aurait peut-être une équipe de soutien logistique analysant les débris des combats, fabriquant des équipements sur mesure, gérant les communications. Montrer cette infrastructure en coulisses ajoute du réalisme et de l'échelle, rappelant que le tournoi n'est que la pointe émergée d'un conflit bien plus vaste et organisé. Est la musique en tant que magie et arme psychologique. La musique et le son ne seraient pas de simples accompagnements dans ce monde. Les sortilèges de Quan Chi pourraient être des incantations à des fréquences inaudibles qui brisent l'esprit. Les tambours de guerre de l'Outworld pourraient émettre des vibrations désorientantes qui sapent le moral. À l'inverse, les cloches des temples Shaolin ou les mantras de Liu Kang pourraient avoir un pouvoir purificateur et stabilisateur. Johnny Cage, en tant qu'artiste du spectacle, pourrait instinctivement comprendre ce pouvoir et l'utiliser, peut-être en distrayant l'ennemi par un commentaire rythmique ou en brisant la concentration d'un sorcier par une réplique parfaitement placée. La bande-son du film devient ainsi un champ de bataille à part entière. Est la thermographie mystique et la vision des énergies. Certains personnages pourraient posséder la capacité de voir les flux d'énergie magique. Pour eux, un combat ressemblerait à un ballet de couleurs fluides, le chi rougeoyant de Liu Kang, les ombres vertes glauques de Quan Chi, l'éclair bleu-blanc de Raiden, l'aura dorée instable de Johnny Cage. Cette vision permettrait d'anticiper les attaques, de voir les points faibles dans la défense énergétique d'un adversaire, ou de repérer les sources de pouvoir cachées. Le film pourrait utiliser ponctuellement ce point de vue subjectif pour offrir une lecture spectaculaire et unique d'un duel, révélant la beauté abstraite et mortelle de la magie en action. C'est aussi une métaphore de la perception des intentions et des émotions cachées. Les paradoxes temporels et les prophéties autoréalisatrices. Dans un univers où des êtres comme Gera, maître du temps, existent, où Raiden peut voir des lignes du temps alternatives, la notion de destin et de libre arbitre est brouillée. Une prophétie annonçant la victoire du Earthrealm pourrait être ce qui pousse Shao Kahn à commettre l'erreur qui la cause. Des interventions pour empêcher un événement pourraient précisément le provoquer. Ce thème pourrait être exploré à travers Raiden, tiraillé entre ce qu'il a vu de l'avenir et la nécessité de laisser ses champions faire leur propre choix. Cela introduit une tension tragique. Savoir que l'un de ses protégés doit mourir pour que le monde survive, et devoir guider cet homme vers son sacrifice sans pouvoir le lui dire. La prophétie devient alors un piège narratif dont les personnages doivent s'extraire par leur volonté. L'éthique de la création et de l'utilisation des clones. La création de clones comme Mileena, clone de Kitana, par Shang Tsung ou d'autres sorciers pose des questions profondes sur l'identité et l'âme. Mileena n'est pas une simple copie. Elle a sa propre conscience, ses propres souffrances, sa propre quête de reconnaissance. Son existence est une torture pour elle et pour Kitana. Le film pourrait aborder le statut de ces êtres artificiels. Ont-ils droit à la vie? Sont-ils responsables des crimes pour lesquels ils ont été créés? Leur combat pour une identité propre peut en faire des antagonistes tragiques, voire des alliés improbables si on leur offre une chance d'exister en dehors de leur programmation. Cela ajoute une couche de drame philosophique à la rivalité entre Kitana et Mileena, qui dépasse la simple jalousie. La cartographie des royaumes et les mers astrales. Les royaumes ne seraient pas des sphères isolées mais flotteraient dans un espace astral ou éthéré, parfois appelé la mer des étoiles. Naviguer entre eux nécessiterait des cartes des courants astraux, évitant les tempêtes dimensionnelles et les vortex dévoreurs. Des explorateurs légendaires auraient tracé ces routes, laissant des cartes fragmentées et des journaux de bord cryptiques. La quête d'une telle carte pour atteindre un sanctuaire secret ou lancer une attaque surprise pourrait constituer une sous-intrigue palpitante. Cette vision cosmologique donne une véritable étendue et une beauté mystique à l'univers, évoquant les voyages interstellaires, mais avec une poésie fantastique propre. Les mutations culturelles après les contacts dimensionnels. Que se passe-t-il lorsqu'une culture du Earthrealm est exposée à la technologie ou à la magie de l'Outworld pendant des siècles, en secret? Il pourrait exister des sociétés cachées,
des cultes hybrides vénérant Shao Kahn ou d'autres entités, corrompus par des artefacts ou des contacts passés. Ces groupes pourraient servir de cinquième colonne à Lootworld, ou au contraire, ayant compris le danger, constituer un réseau de résistance occulte avec ses propres connaissances et pouvoirs dérivés. Ils représentent la contamination lente et insidieuse qui précède l'invasion ouverte, et offrent des alliés ou des ennemis très ambigus pour les héros. La physique des matériaux magiques et leur exploitation. Certains matériaux n'existent que dans un royaume ou à la frontière de plusieurs. L'amide de Lootworld, déjà mentionné, met aussi l'os de Dieu, un métal céleste tombé du ciel des dieux anciens, le bois qui pleure, des arbres poussant sur des tombes massives, la pierre de sang. Chaque matériau a des propriétés uniques, canaliser un type de magie, blesser certaines entités, ou ouvrir des portails. L'industrie de guerre des deux camps repose sur l'exploitation et le façonnage de ces matériaux. Les armes des champions ne sont pas en acier ordinaire, mais en alliage forgé avec ces substances rares. Leur quête ou leur protection peut devenir un enjeu stratégique mineur mais révélateur. La psychohistoire des masses et la manipulation des peuples. Shao Kahn ne règne pas seulement par la terreur, mais aussi par un contrôle sophistiqué de l'information et de la culture dans Lootworld. L'histoire d'Edenia est effacée, remplacée par un récit glorifiant la conquête. La défaite est présentée comme une honte personnelle, la victoire comme un cadeau de l'empereur. Comprendre ce conditionnement est crucial pour Kitana si elle veut soulever le peuple. De l'autre côté, la société du Earthrealm, libre mais désunie, est vulnérable à la panique, au déni et aux divisions que l'ennemi peut exploiter. La guerre se joue donc aussi dans l'esprit des milliards d'habitants des deux royaumes, par la propagande, les mensonges et l'espoir. Raiden et Sonia doivent non seulement gagner des duels, mais aussi gagner les cœurs et les esprits pour maintenir la cohésion. Les maladies de l'âme et la corruption spirituelle. Au-delà des blessures physiques, l'exposition à la magie noire ou aux énergies du Netherrealm peut corrompre l'âme elle-même. Cela se manifeste par une perte d'empathie, des pulsions violentes, des cauchemars éveillés, ou une attirance malsaine pour la souffrance. Un héros comme Cole, constamment en contact avec son héritage infernal, pourrait lutter contre cette corruption de l'intérieur. Scorpion en est le parfait exemple passé. Cette maladie est d'autant plus insidieuse qu'elle peut sembler donner du pouvoir avant de consumer la personne. Le combat contre Lootworld est donc aussi un combat intérieur pour préserver son humanité et son intégrité morale face à une force qui veut les dissoudre. Le choix de rester humain devient un acte de résistance suprême. La zoologie des êtres élémentaires et esprits de la nature. Certains pouvoirs n'appartiennent pas à des individus mais sont invoqués auprès d'entités semi-conscientes liées aux éléments. Liu Kang pourrait faire un pacte avec un esprit du feu ancien, lui donnant sa puissance mais exigeant en retour une part de sa chaleur vitale. Les glaces de Sub-Zero pourraient être l'œuvre d'un esprit du froid endormi sous les pôles, réveillé par son clan. Ces esprits ne sont ni bons ni mauvais, mais amoralement puissants. Les invoquer est dangereux, car on ne les contrôle pas, on les persuade ou on les contraint temporairement. Cette relation ajoute une dimension chamanique et risquée à la magie, loin de la simple énergie projectile. Cela explique aussi pourquoi certains pouvoirs sont héréditaires, une affinité familiale avec un esprit particulier est la cryptographie des sorts et la sécurité magique. Les sorts les plus puissants ne sont pas de simples phrases mais des séquences cryptées d'incantations, de gestes et de composants matériels, analogues à des codes ou des programmes. Quan Chi, en grand sorcier, serait un maître décrypteur, capable de décomposer les sorts des autres pour les contrer ou les voler. Les boucliers magiques protecteurs autour du temple de Raiden fonctionneraient comme des firewalls dimensionnels, constamment attaqués par des virus nécromantiques. Cette analogie entre magie et informatique offre un langage moderne pour décrire des processus anciens et permet de créer des scènes où la bataille est intellectuelle, déchiffrer un sortilège ennemi à la volée pour trouver son point de faille avant qu'il ne vous tue.